Chinois n'ont pas le droit d'aller à l'église où les étrangers partent. Ah bon? Exactement. Pourquoi? Bon. Parce que qui va dire, si on dit l'église où les Chinois vont avec les étrangers, ça crée des échanges et des Mhm. trucs, et ça peut ressusciter Ouais. des trucs qu'ils ne veulent pas. Donc, c'est Mhm. pas autorisé. Et on devrait maintenant se poser la question, mais pourquoi est-ce que quand on dit tribalisme et tout, on parle du tribalisme juste entre deux, trois, quatre tribus, comme si ce n'est que les seules tribus qui Existe. existaient au Cameroun. Pourquoi? Donc, je veux dire, c'est une volonté, en fait, que ça se passe comme ça. Pourquoi à chaque fois, ils s'entre-déchirent. Et quand les gens commencent à s'entre-déchirer, inconsciemment, oui, inconsciemment ou consciemment, certains vont se ranger du côté de leurs frères. Donc, pour mettre fin avec ça, il faudrait qu'on arrive, comme l'invité là le disait, à faire comprendre aux gens que tu peux être fier d'appartenir à une tribu sans que cela n'impacte ta vision de la vie politique au Cameroun. Le concept de prénom n'est pas un concept africain et Mhm. restons dans le contexte camerounais. Je ne connais pas ailleurs. Le D'ailleurs. concept de prénom n'est pas un concept camerounais. Mhm. C'est pas un concept camerounais. Parce que pré veut dire avant. Mais comment Oui, puisque le les nom. gens venaient se baptiser, et c'est en ce moment-là qu'on leur ajoutait le Paulina, le Chrétien, donc il va maintenant d'abord donner son nom avant de donner son prénom. Le nom. Mhm. La Bible en Mjumba. Tu vois qu'on entre dans ta tête parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que la langue est un outil majeur. Mhm. Mhm. La langue est un outil majeur. Donc, lorsqu'on traduit la Bible dans ta langue, tu te l'appropries. Tu te l'appropries et tu commences à planifier ta vie et voilà, ta philosophie de la religion à travers ça. Pourquoi? Parce que maintenant, au lieu de mettre, bon, sauf des mots comme Jésus-Christ qui n'existaient pas dans nos langues, qu'on a dû mettre Jésus en fonction des langues, Yesu Yes. et autres. Mais maintenant, pour parler de Dieu, on ne va plus venir dire Dieu, le mot Dieu. On va utiliser Shi pour ceux qui en disent chi, on va utiliser si. Pour ceux qui disent si, on va utiliser nzamba, on va utiliser nzambe, on va utiliser ndem pour les gars pour les yemba. Tu vois que quand on dit ndem, tu vois autrement. Mhm. Tu vois que peut-être c'est ton Dieu là vraiment, c'est de lui qu'on parle ici. Pourtant, c'est pas la même chose. Et c'est comme ça que tu commences à adopter. Et à tous, et bienvenue sur Diaspora Talk, le podcast qui donne la parole aux membres de la diaspora pour parler des sujets qui nous concernent. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur. On va parler de notre identité africaine. Mon invité aujourd'hui et moi, on a bravé les différents fuseaux horaires pour pouvoir échanger ensemble. Et même s'il est loin, il va essayer de nous rapprocher à travers son intelligence, sa vision et surtout ses connaissances sur la culture africaine et la culture du Cameroun. Alors aujourd'hui, je suis avec Sankop ou alors Mikamche. Et avant de lui donner la parole, je vais d'abord faire un disclaimer, comme d'habitude sur notre chaîne. Je le dis toujours, personne ne prétend avoir la science infuse sur cette chaîne. C'est une discussion ouverte. Nous apprenons, vous apprenez avec nous. Alors, si vous pensez qu'il y a quelque chose qu'on a dit avec lequel vous n'êtes pas d'accord, allez dans les commentaires et enrichissez le débat. On ne va pas hésiter à répondre. Bon, je reviens alors à mon invité et je vais lui donner la parole pour qu'il essaie de se présenter un peu pour ceux qui ne le connaissent pas. Euh, Sankop ou alors Mekamche. Salut, comment tu vas? Je vais très bien, merci Ulrich. Et merci à Diaspora Talk de m'inviter. C'est mon tout premier podcast, donc je suis comme un bébé qui a reçu son tout nouveau jouet. Je suis très excité d'être là. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir appelé pour cette discussion. Et voilà, j'espère qu'elle sera enrichissante déjà pour nous qui sommes là et surtout pour les téléspectateurs de Diaspora Talk. Donc moi, je vais donner mon nom, Yvan Rudel Mengapche. Mengapche. Sur les réseaux, je suis Petit Sapo. Et oui, je réside actuellement
au Canada après avoir fait un séjour quand même assez long en Chine de 9 ans. Euh, oui, j'ai un PhD en sciences de la traduction et Ah. aussi en linguistique. Voilà. Mais je suis très passionné par la culture, d'où le fait que je me lance sur les Oh. réseaux. Tu Voilà. viens, désolé de te couper, tu viens de dire un truc qui me pince au cœur. Je t'ai dit, nous sommes trois sur la chaîne. Et celui qui voulait absolument être là, il fait aussi un doctorat en linguistique. Donc, il aurait été très heureux d'avoir, quand il va voir la vidéo, il va, il va vraiment être triste de ne pas avoir pu, de ne pas avoir pu être là. Mais c'est pas grave. On va essayer Ouais, on va trouver, de lui rendre on va hommage. Alors, trouver. euh, je, je, je t'ai dit au début, je suis très ravi de t'avoir sur la chaîne parce que, déjà, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est de plus en plus intéressé par, par l'Afrique, par nous, par moi. Je dis ça toujours comme ça quand je cause avec quelqu'un. J'essaie de m'intéresser à moi-même. Et quand je parle de moi, je parle en général de l'Afrique, en fait, parce que pour essayer de comprendre qui je suis, il faut comprendre d'abord l'Afrique en général, comprendre d'où je viens. Donc, je suis très ravi de t'avoir sur la chaîne et je veux directement entrer dans le vif du sujet. Hein. Est-ce que, parce que moi, je demande toujours pour essayer de comprendre un peu, est-ce que tu penses vraiment on peut parler de l'Afrique en tant qu'identité identité unique. C'est un truc que je me pose souvent parce que on a beau généraliser, on parle toujours de l'Afrique, on essaie de nous regrouper en tant qu'une personne. Je sais pas si tu as vécu ça, toi qui a une longue expérience à l'étranger. Est-ce que tu as déjà écouté les gens dire les Africains? Déjà, je me dis que oui, déjà. Et est-ce que tu penses que c'est une façon de voir qui est bien, parce que ça vient pas seulement de l'autre. Si nous, on se regroupe toujours en tant qu'Africains, est-ce que c'est une bonne manière de voir? C'est avec ça que je veux entrer dans le podcast. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi je pense que ça peut être une bonne ou une mauvaise manière de le prendre, dépendamment de où on se situe et de ce qu'on veut. Moi je dirais que déjà à la base, je vais répondre de but en blanc. L'Afrique a une identité plurielle, pas une identité Yeah. unique, une identité plurielle. Cependant, je pense qu'on a, je crois que c'est ce qu'on a en commun qui donne l'impression qu'on a une identité unique. Parce que lorsque tu parcours l'Afrique, c'est vrai maintenant avec les pays du Maghreb, c'est un peu, on retrouve toujours des petites différences, mais lorsque tu parcours l'Afrique du nord au sud, de l'ouest à l'est, tu vas voir qu'il y a des traits qui sont tellement similaires que tu vas avoir l'impression que nous sommes les enfants d'une même mère, même si oui, dans le fond, on le dit, nous sommes des enfants d'une même mère, c'est un peu plus complexe que ça. Lorsqu'on dit Maman Africa, c'est vrai, c'est juste pour se regrouper, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas comme si on descend forcément tous de la même mère, mais c'est juste Mhm. pour dire que on a quelque chose de tellement unique qui donne l'impression que nous venons tous du même endroit. Et c'est quelque chose qu'on trouve difficilement dans d'autres peuples. Tu vas voir en Asie, c'est vrai, on dit les Asiatiques, ils ont des traits communs, mais ils sont souvent un peu très éloignés Très les uns différent. des autres culturellement parlant. C'est le cas pour l'Europe. Oui, ils ont la même couleur de peau, mais ils sont très éloignés culturellement parlant. Pourtant, en Afrique, même si il y a des comment dire, même s'il y a des spécificités en fonction des peuples, il y a toujours quelque chose qu'on arrive à avoir en commun. Tu vas trouver les mêmes repas partout. Tu vas trouver certains rites qu'on fait partout. Et je pense que c'est ça qui donne l'impression que nous sommes un. Maintenant, ça, pour moi, ça, c'est le côté vraiment un peu plus positif de la chose. Maintenant, dans le côté négatif, ça empêche de voir l'Afrique dans sa pluralité. Lorsqu'on veut nous regrouper sous un seul prisme ou bien dans une seule identité, ça donne l'impression aux gens que il y a une seule culture africaine, il y a une seule, comment dire, les Africains viennent tous d'un même endroit et tout. Et ça, et en ce moment-là, ça joue en notre défaveur. Je te disais, comme Mhm. j'ai vécu en Chine, par exemple, jusqu'à maintenant, là-bas,
eux, ils pensent que les Africains que l'Afrique, c'est un pays, Un par pays. exemple. Parfois, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est plus le côté ignorance de la chose qui me fait, et aussi, ça fait que lorsque un Africain fait quelque chose, on veut pas savoir si c'est un Camerounais qui l'a fait ou si c'est un Nigérian qui l'a fait, c'est un Africain, un point, un trait. Mais parfois aussi, ça nous aide à mieux s'unir parce que quand si tu es dans un pays comme la Chine où on te dit que vous tous les Africains, vous êtes les mêmes personnes, à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi pas donc se mettre tous ensemble? Vu qu'ils nous voient tous pareils, autant mieux se mettre ensemble et être plus Mais, forts ensemble. mais quand tu parles de mettre ensemble, tu penses encore parce que c'est aussi un truc que beaucoup de gens disent, et ça revient aussi à la logique kadhafiste qui pensait qu'il fallait regrouper l'Afrique en tant qu'une identité, une nation. Est-ce que c'est à ça que tu penses? Est-ce que tu crois que c'est possible vraiment que l'Afrique soit vraiment une nation unique? Non. Au départ, je le pensais. Au Voilà. départ, quand j'étais encore vraiment beaucoup plus dans la naïveté panafricaine, Ouais. je le pensais fermement même. Mais après avoir gagné en maturité, et là je parle côté panafricaniste parce que j'en suis un. Après avoir gagné en maturité et avoir compris un peu la géopolitique à mon petit niveau, je ne maîtrise pas beaucoup. Mais après Mhm. avoir compris un tout petit peu la géopolitique, j'ai vu que c'est pas ça, c'est pas même, c'est même pas là qu'est le débat. Le débat est bien plus loin que ça. Mais je peux juste dire, l'unité dont je parle, c'est une unité où on s'accepte tous en tant comme des frères africains. Parce que, qu'on le veut ou pas, nous sommes frères d'une manière ou d'une autre à travers les peuples. Parce que quand on voit les différentes migrations qu'il y a eu, ça veut dire que nous sommes des peuples qui ont juste à un moment donné décidé de se séparer les uns des autres, des clans qui se sont éloignés des uns des autres. Donc quelque part, on a quelque chose qu'on partage, qu'on doit préserver. Et au vu aussi des enjeux géopolitiques, on gagnerait à avoir une certaine collaboration. Peut-être pas unité, avoir un pays unique Mhm. qu'est l'Afrique, mais de se sentir plus à l'aise en tant qu'Africain, de faire des collaborations entre nous. Vous voyez par exemple l'Europe où tu résides. C'est pas comme s'ils s'aiment trop. Bien sûr. C'est pas comme s'ils s'aiment trop, mais c'est parce qu'ils ont compris que quelque part, il faut se mettre ensemble. L'Europe, c'est pas un pays, mais ils forment quand même un bloc assez Mhm. considérable. Et c'est à ce bloc-là que nous, on aspire à avoir un bloc solide, capable d'avoir son mot à dire. Vous voyez maintenant ce qui se passe géopolitiquement avec Trump, tout. Oui. On n'a pas tout notre mot à dire dans tout ça. Mais je pense toujours que c'est un truc tellement compliqué à construire parce que, je le dis souvent, on n'arrive pas déjà à s'entendre dans nos pays en tant que nation déjà. C'est déjà très difficile. Moi, je vais le dire ouvertement, hein, je- au Cameroun, j'ai l'impression au Cameroun que tout le monde qui vient du Cameroun, hein, qui vit au Cameroun, surtout les plus âgés plutôt, ont un peu de tribalisme à eux. Et c'est difficile parce que, tu vois, je vais te dire pourquoi je dis ça. Cette année-ci, j'ai eu deux paires de parents venir en vacances chez moi, c'est-à-dire mes parents à moi et puis les parents de ma femme. Et chaque fois que je disais que j'ai un ami à Noura, on me demande d'abord, il est d'où? Tu vois un peu, il est de quel village? Pour essayer d'abord de localiser, pour Mhm. voir si c'est un bon ami ou pas. J'ai l'impression qu'il y a. Et si on n'arrive pas, est-ce que tu penses que si on n'arrive pas à résoudre ça d'abord au niveau local, est-ce que tu crois que ce sera possible de construire un bloc? Parce que quand tu vois, par exemple, avec le football, c'est vrai que c'est un peu minime. Ce n'est que le football, avec la CAN qui s'est passée. Mais Mhm. seulement entre pays, sur le football, c'est vrai, c'est peut-être que j'extrapole, j'exagère un peu. Il y a les petits combats. Je tu penses que si on n'arrive pas à résoudre déjà ce qui se passe localement, et ce n'est pas seulement lié au Cameroun, parce que j'ai causé avec des Ivoiriens et les Nigériens même, c'est la même chose un peu partout. Et tu penses que si on n'arrive pas à résoudre ça localement, nos dirigeants déjà qui sont, désolés pour le mot, incompétents, pourront faire ça à une échelle un peu plus internationale. Non, là, chez nous, on est parfaitement aligné. Moi, je pense que aucun pays ne peut se vouloir panafricain s'il est tribaliste. Voilà. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas dire que tu es panafricain si tu es tribaliste. Pour moi,
comment dire, être tribaliste déjà t'empêche d'être Les que panafricain. panafricains. Voilà, ça c'est clair. Donc, il n'y a même pas de débat là-dessus. Donc, ça veut dire que si on ne règle pas cette question de tribalisme, on ne peut pas y arriver. Mais moi, j'ai un peu de mal souvent avec le tribalisme parce que euh, c'est vrai, moi, je pense que le tribalisme tel que nous on le connaît aujourd'hui, c'est une fabrication. Bien Pour sûr. moi, hein, pour moi, c'est une fabrication dans le sens où c'est plus institutionnel. Et je ne nie pas qu'il y a ce truc-là des peuples qui se craignent. Et on va pas aussi nier dans l'histoire, il y a des événements qui ont conduit à ce que certains peuples décident de se faire la guerre, certains peuples décident de ne pas s'entendre et certains peuples qui décident aussi de s'allier. Faut pas aussi oublier. Donc, il y a certains peuples qui ont décidé de s'allier, d'autres, et parfois aussi, il y a juste une méconnaissance de la culture de l'autre. Mm. Je causais un jour avec la mère d'un ami et puis il a une copine est à qui vit à Bertois. Bon, je crois que sa mère pensait que elle est à Bertois, mais de toutes les façons, elle n'est pas de l'Ouest. Donc, quand je cause avec la mère de cette amie, elle me dit, ton frère est parti chercher une fille de l'Est. On va faire comment? Son problème, son problème même n'était même pas en fait qu'elle est de l'Est. Son problème, c'est que comment est-ce qu'on fait pour s'assister s'il y a je sais pas, des deuils, des événements dans sa Mm. famille. Comment, tu vois, parfois, ce n'est même pas forcément même une question de tribal. C'est une question d'us et coutumes, c'est question de déplacement, puisque en général, avant dans les cultures, c'est vrai qu'avec le modernisme, maintenant, il y a des bus, on se déplace un peu plus facilement, mais à l'époque, c'était pas ça. On voulait toujours quelqu'un qui est à proximité, Ouais, parfois pour pouvoir parler la même langue, juste moi, je ne tirerais pas sur quelqu'un qui dit, par exemple, que lui préfère épouser une fille de son village ouais. parce que culturellement, ça match Mhm. un peu plus facilement. Moi, je ne vois pas forcément ça à ce niveau comme du tribalisme. Je ne nie pas qu'il y a des tribalistes. Je ne le nie pas, mais j'essaie juste de dire que le tribalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, pour moi, c'est juste une accentuation institutionnelle qu'on utilise pour plus encore nous diviser, pour qu'on n'ait pas envie de s'entendre, pour construire les belles choses qu'on a envie de faire, que ce soit Mm. pour le Cameroun et pour l'Afrique. Bon, bon, ça c'est clair parce que si on trace bien, c'est vrai avant l'arrivée des colons, il y avait des petites guerres entre tribus, mais ce n'était pas c'était pas au niveau de l'institution comme c'est fait maintenant. Parce que je crois que les colons ont utilisé ça pour mieux dominer. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Le même agenda dans presque tous les pays. Là, je vais par exemple me tourner vers le Rwanda, qui a eu presque c'était la même politique qui a été utilisée. Exactement, exactement. Les Tutsis et les Hutus n'avaient aucun Voilà. problème. Ils se mariaient entre eux. Mhm, Ils se mhm, mariaient entre eux, ils mhm. avaient des familles. Quand la guerre éclate, même beaucoup sont dans l'embarras. Et tu vois des gens qui doivent mettre fin au jour de leur neveu, juste pas pu. Et donc, en fait, Ouais. parce qu'ils ont été matrixés. Pourtant, avant, ça n'existait pas. C'est juste que quand on veut vous diviser, Mhm. on utilise c'est la question tribale qui est la plus facile. Mais Donc, c'est un peu ça. pourquoi est-ce que tu penses que ça, c'est aussi un truc que je me pose souvent, hein, parce que c'est une question c'est une question que je redoute beaucoup quand mes enfants vont me poser cette question-là. Pourquoi est-ce que ça a été aussi facile de, je me dis des fois que peut-être ça n'a pas été facile parce que c'était un processus qui s'est fait pendant longtemps. Mais pourquoi ça a été aussi facile de nous diviser, de nous manipuler? Je vais pas, je vais pas, je me demande, bon, est-ce que tu es chrétien, musulman ou quoi que ce soit? Bon, j'étais chrétien. Je me demande, par exemple, pourquoi cette religion-là est arrivée aussi facilement dans, dans nos vies, du moins avant. Je sais pas, j'ai eu à lire et il y a différents récits qui sortent de là. Des fois, c'est que voilà, les rois ont juste accepté pour le commerce, ils ont accepté de se convertir.
d'autres disent que voilà, c'était parfois, ils ont résisté pendant longtemps et puis à un moment, ils se sont dit, voilà, pour, pour éviter le bain de sang, on va, on va accepter, mais c'est tout difficile à répondre. Je ne sais pas si tu as une réponse à ça. Je pourrais pas forcément avoir une réponse à ça, ou du moins une réponse qui pourrait permettre aux gens de comprendre que, ah, voilà, en fait, voilà la raison. Mais moi, je peux juste parler de mon analyse. Moi, je pense que déjà, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour qu'on accepte. Parce que tu l'as dit toi-même en fin de, quand tu as fait, tu finissais ta question, certains ont accepté par dépit. Parce on a tellement massacré les gens que Mhm. pour mettre fin au massacre, il fallait peut-être accepter. D'autres ont accepté par stratégie. Parce que même quand on regarde dans la colonisation, il y a des chefs qui partaient demander, qui signaient des accords avec les Français ou les Allemands pour être protégés, pour ne Mhm. pas qu'on les envahisse. Tu vois donc, tout a toujours été stratégie dans la vie. Donc certains ont accepté par stratégie, mais il y a eu une méthode qui a été plus subtile. C'est lorsqu'ils ont commencé à traduire les Bibles. Bon, le Coran, je sais pas trop s'il y a eu Mhm. des traductions, parce que je sais que le Coran, ils tiennent vraiment beaucoup à ce que ce soit appris dans la Arabe. langue Mhm. arabe et tout. Donc, Mhm. pour le Coran, je sais pas trop. Mais je pense que la traduction de la Bible en nos langues a vraiment facilité. Pourquoi? Parce que lorsque les gens se convertissaient au christianisme, oui, ils étaient là, ils partaient à l'église, mais beaucoup ne savaient même pas ce qu'on disait là-bas. On faisait la Mhm. messe en latin ou, je sais pas, en français ou en anglais, euh, dépendamment du pays qui a colonisé l'endroit où il se trouvait. On parlait en français ou en anglais. Donc, beaucoup ne comprenaient pas. Donc, ils pouvaient y aller et puis rentrer à leur culture ancestrale sans problème. Mais du moment où on traduit la Bible en fait, du moment où on traduit la Bible en Mjumba, tu vois qu'on entre dans ta tête parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que la langue est un outil majeur. Mhm. Mhm. La langue est un outil majeur. Donc, lorsqu'on traduit la Bible dans ta langue, tu te l'appropries. Tu te l'appropries et tu commences à planifier ta vie et voilà, ta philosophie de la religion à travers ça. Pourquoi? Parce que maintenant, au lieu de mettre, bon, sauf des mots comme Jésus-Christ qui n'existaient pas dans nos langues, qu'on a dû mettre Jesu en fonction des langues, Yesu Yes. et autres. Mhm. Mais maintenant, pour parler de Dieu, on ne va plus venir dire Dieu, le mot Dieu. On va utiliser Shi pour ceux qui ont dit chi, on va utiliser si. Pour ceux qui disaient si, on va utiliser nzamba. On va utiliser nzambe. On va utiliser ndem pour les gars pour les yemba. Tu vois que quand on dit ndem, tu vois autrement. Mhm. Tu vois que peut-être c'est ton Dieu là, vraiment, c'est de lui qu'on parle ici. Pourtant, c'est pas la même chose. Et c'est comme ça que tu commences à adopter. Et il faut pas, comme je dis là, il faut pas négliger le fait que ça a été tellement, on a maté les gens pour qu'ils acceptent au point où c'est devenu un problème générationnel. C'est pour Mhm. ça que tu vas voir même plusieurs personnes aujourd'hui, même quand ils décident de ne plus être chrétiens, il y a toujours les séquelles. Pourquoi? Oui, oui, C'est oui. un problème générationnel. Quand tu allais à l'église, quand tu étais petit, si on te demandait pourquoi est-ce que tu parles à l'église, toi-même, tu n'avais pas On par- on partait, moi je partais juste pour. Il y avait mes voisins qui allaient, et comme il fallait qu'on sorte le dimanche, tu allais que seul au quartier, je me retrouvais à voilà. m'habiller et eux aussi aller les Chacun a ses suivre. histoires pour laquelle il allait à l'église. Moi, je suis allé à l'église parce que mes parents y allaient. Euh, voilà, tous les dimanches, on sortait. Et il y a une chose quand même que je vais jamais nier sur l'église, c'est que ça avait ce côté aussi associatif. Moi, Mhm. par exemple, Mhm. j'aimais y aller parce que souvent, en tant qu'adolescent surtout, on avait ce qu'on appelait le club des ados. Et c'était un club où les adolescents de la paroisse se réunissaient. Et en général, c'était toujours tes potes, tes amis et tout. Donc, ça permettait toujours d'être ensemble au point où la plupart des gens avec qui je faisais ce club, nous sommes toujours amis jusqu'aujourd'hui. Donc, Ok. ça aidait quand même aussi à créer des liens. Mais dans le côté vraiment dogmatique de la chose, ça a fait, pour moi, hein, ça a fait Je crois plus que de c'était mal aussi que un de bien. endroit où les gens pouvaient aussi, d'une certaine manière, parce que là, je pense à mon petit frère, et exprimer leur talent parce il a appris le piano à l'église, un truc qu'il ne pouvait Voilà, apprendre nulle part exactement, d'autre. Tu vois un peu. Ou alors, exactement.
certaines partent là-bas pour chanter dans la chorale et puis se retrouvent à apprendre à chanter. Et puis, voilà, donc, c'était aussi ça, en fait, les avantages que ça Exactement. apportait. Mais, Oui, oui, vas-y. mais je me demande souvent si ce n'est pas parce que je dis toujours, hein, malgré le fait qu'on ait accepté, tu vois un peu, on a ce problème-là qui est que on ne connaît pas. Là maintenant, par exemple, toi et moi, on ne maîtrise pas vraiment le processus par lequel cette Bible-là, cette doctrine-là, ces idées-là sont entrées en Afrique, chez nous en général. Et est-ce que ce n'est pas parce que nous aussi, on a un manquement de documentation. Ça, c'est quelque chose que je me dis toujours. C'est vrai que nos histoires sont racontées oralement. Et là, d'abord, la question que je vais te poser, toi, d'où te vient ce que tu connais avant de venir? Parce que moi, je dis encore, il y a un manque de documentation sur beaucoup de nos trucs, sur nos histoires, sur nos cultures. Certains trucs sont même cachés. On me dit des fois que ce sont des trucs que seulement les notables savent, qui sont secrets ou quoi que ce soit. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que il faut qu'on puisse, pour pouvoir décolonialiser notre cerveau, il faut qu'on puisse savoir quel était le processus pour en arriver là. Je sais pas si tu vois ce que Exactement. je veux dire. Oui, je vois, je vois. Et puis, non, et c'est vrai. Pour pouvoir atteindre, pour moi, euh, l'apogée vraiment de tout ce travail d'éveil qui a été fait, faudrait, pour moi, le, le point de départ, c'est vraiment d'abord de se connaître soi-même. Et pour revenir à ta question de savoir comment est-ce que je sais ce que je sais, en fait, pour te dire la vérité, ça va paraître cliché et ça va donner l'impression que les autres ne font rien, mais pour moi, c'est juste la curiosité et le temps pour aller lire et chercher. Comme je te le disais en off, tout ce que je sais, pour beaucoup de choses que je sais, je n'ai pas encore posé avec des notables ou le seul truc que je connais vraiment dans le fond, c'est par exemple l'histoire des bambous et je ne connais même pas toute son entièreté parce qu'elle est très longue, mais je connais un peu plus dans le fond parce que à mon dernier séjour au Cameroun, j'étais allé à Fumban au musée de l'histoire Bamoun où j'ai visité le musée de fond en comble, j'ai appris sur l'histoire, mais la majorité de ce que je trouve, c'est sur Internet. Honnêtement, c'est sur Internet. Mais ce que je fais maintenant, c'est que euh, à cause du PhD que j'ai, donc ça veut dire que moi, j'ai la mentalité de la recherche. La Ça veut recherche, dire, ok. quand je vais prendre des choses, je ne me limite pas à ce que je vais voir sur Wikipédia. Dès que je vais taper, je vais voir Wikipédia, je vais aller copier. Mhm. Et malheureusement, c'est ce que même ceux, et je ne les juge pas, même ceux qui essayent de parler de la culture comme moi, des histoires, des groupements comme moi, j'ai remarqué que beaucoup d'entre eux se limitent à Wikipédia. Wikipédia, en tout cas pour nous les chercheurs, et toi-même qui es informaticien, tu dois le Mhm. savoir, Wikipédia n'est pas la meilleure source Ah non, c'est pour pas une avoir une bonne source. information. Pourquoi? C'est un truc que toi et moi pouvons modifier. Je peux me lever aujourd'hui, j'ai dit que non. Je crois que l'histoire de Fortune ici, ce n'est pas ça. Je Mhm. viens, je change, je mets pour moi sur ça. Mhm, Donc, mhm, bien sûr. c'est un truc que tout le monde peut modifier. Donc, c'est pas fiable. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que j'essaye de parcourir toutes les différentes pages que je peux trouver sur Google. Je parcours, je parcours. Parfois, tu peux être chanceux. Tu tombes sur un ancien document, par exemple, qui avait été écrit où on mentionne certains trucs. Même encore, ces documents parfois qui ont été écrits par les Occidentaux, mais on va pas nier le fait quand même que même si quelquefois ils bâclaient un peu leurs recherches, ils descendaient quand même sur le terrain pour s'enquérir un peu de la Mhm. situation. Donc ça peut aider, c'est un bon plus. Maintenant aussi, parfois j'ai la chance, dans mon entourage, il y a des gens qui viennent de ces groupements-là, je peux poser la question. Ce qu'ils savent, ils me le disent. Il y en a aussi maintenant, surtout depuis que les vidéos ont quand même pris une certaine visibilité. Parce qu'avant, Ok. je le faisais je le fais depuis un an, mais c'est que récemment que je suis venu sur TikTok. Je suis venu sur TikTok en juillet. Mhm. Oui. Et j'ai commencé à poster les anciennes vidéos que je postais sur Ah, Facebook. Donc, c'est que récemment que ça a pris. Et maintenant aussi, la chance que j'ai, c'est que certains me contactent aussi en privé pour augmenter les ce que je informations. sais. Oui, les informations, il me donne aussi des informations.
Et dernièrement, il y a une vidéo qui a fait le tour. J'ai parlé d'un royaume qui avait disparu, le royaume de Batontou. Et il y a un ami à ma mère qui est de ce royaume-là, qui a dit qu'il a des informations supplémentaires qu'il souhaiterait me partager. Donc, c'est comme ça que ça fait maintenant, les gens viennent aussi me partager et ça m'aide à connaître un peu plus. Donc, pour résumer, c'est beaucoup plus la recherche, être patient, de faire le tour des pages, regrouper les informations, prendre les versions qui sont concordantes avant de commencer la vidéo. Mais je trouve malheureusement que c'est une faiblesse aussi, c'est l'une de nos faiblesses parce que tout le monde n'a pas cette aptitude-là à s'asseoir et à faire la recherche. Donc, s'il n'y a pas, moi par exemple, je n'ai pas cette aptitude comme toi. Pourtant, pour mon travail aussi, des fois, je suis des fois obligé de rechercher des trucs sur le net, mais Mhm. je n'ai des fois pas cette patience-là d'aller vers différents machins. Or, comme je t'ai dit aussi en off, j'aurais aimé, parce que je ne trouve pas assez, aimer avoir des livres qui avaient aussi, qui enquêtent aussi en détail que ça. Et je n'en trouve pas. Je trouve ça, comme je t'ai dit, assez, assez triste parce que pour nous, c'est facile. Peut-être pour toi, c'est facile. Peut-être que tu as la volonté. Mais quand tu vas vouloir que ton enfant entre dans cette, mon enfant, bien nous, la prochaine génération entre dans cette transmission, dans cette étude-là, dans cette compréhension-là, ils n'ont- au début, ils n'auront pas cette motivation-là. Tu vois, c'est vrai que beaucoup de gens essayent ces temps-ci un peu d'écrire des petits livres pour enfants avec des petites histoires, mais ce ne sont pas ce sont des histoires assez qui sont écrites sur aucune base. Ils n'ont pas de référence historique vraiment en tant que tel. Ils n'entrent pas en détail. C'est ça que je trouve triste parce que pour éviter de me répéter, j'aimerais vraiment, et je ne sais pas comment le faire. C'est pour ça que je loue vraiment tous les Africains qui déjà font les vidéos sur la culture, sur l'histoire, et aussi beaucoup ceux qui écrivent. J'adore ça. J'aimerais vraiment qu'on essaie de beaucoup plus écrire. J'ai lu récemment Amadou Ampatemba. Je ne sais pas si tu connais le livre. Lequel, c'est quoi le titre? C'est c'est L'enfant noir, Camara Ah Lai. oui, prends-moi, oui. C'est une histoire extraordinaire et c'est le genre d'histoire qui nous manque en fait. Tu vois, parce que ça, il explique le contexte colonial avant. Tu vois, un peu, tu essaies tu te projettes pour voir vraiment comment c'était. C'est un truc que moi, j'ai fait la section anglophone et c'est Mhm. un truc qu'on ne m'avait jamais raconté jusqu'à ce que je décide, jusqu'à ce que je vienne, parce que c'est aussi un truc qui est très récurrent. Très peu de gens assis au Cameroun s'asseyent et ça, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas accès à Internet, s'asseyent et essaient de faire la recherche pour comprendre vraiment ces trucs-là. Tu vois, un peu, c'est un truc que moi, j'ai commencé à chercher quand j'ai quitté le Cameroun. Sans vouloir te Comme- couper, tu dis quelque chose d'important. Tu as compris beaucoup de choses quand tu as quitté le Cameroun, tu es arrivé en Allemagne. Et tu sais Ouais. pourquoi? En fait, quand on est au Cameroun, on se complaît beaucoup. Tu vois, il y a cette complaisance. Tu es au Cameroun. En fait, en ce moment-là, j'ai l'impression que nos intérêts, et c'est à tort, hein, c'est pas pour pour justifier, mais nos intérêts sont ailleurs. En Mhm. fait, c'est pour ça que souvent, beaucoup de ceux qui ont une meilleure connaissance du Cameroun ne sont même pas au Cameroun. Au Cameroun. Pourquoi? Parce que lorsque tu quittes le Cameroun, tu arrives dans un nouvel endroit et souvent, tu te rends compte que il y a une crise d'identité. Mhm. Il y a une crise Mhm. d'identité et généralement, tu vas dans des pays dont les histoires sont documentées sur plus de 3000 ans, 5000 ans. Comme je te disais, moi, quand j'étais au Cameroun, j'étais déjà très intéressé par ma culture. J'aimais beaucoup. Déjà, mon père avait fait un magnifique travail quand on était petit. Au départ, on prenait ça comme des corvées, mais à plus tard, j'ai compris que c'était une école vraiment importante. On allait presque une vacance sur deux au village. Une vacance Mhm. sur deux, on Mhm. passait au moins un mois au village. Mhm. On passait toujours au moins un mois au village. Donc, ça m'a permis de comprendre aussi comment le village fonctionnait, de savoir certaines choses. Même comme à ce moment-là, c'était toujours la compréhension d'un enfant de la ville. Mais quand même, ça a forgé beaucoup de choses en moi jusqu'à maintenant. Donc,
Quand j'arrive en Chine, déjà, tu quittes le Cameroun où c'est vrai, il y a plein de pays que tu connaissais juste en géographie. Mais tu Mhm. vois des gars de Tanzanie, tu vois des gars de Voilà. Lesotho, tu vois des gars de partout. Et certains d'entre eux te racontent un peu leur histoire et tout. Tu te dis, mais attends, la mienne là, c'est comment? Tu vas visiter maintenant les musées chinois. On te parle de quelque chose qui s'est passé il y a 3000 ans, 5000 ans. Je te dis. C'est écrit, c'est acté. Pourtant, toi-même, ton histoire est aussi vieille, peut-être même plus vieille Plus que vieille, bien celle-là. sûr. Mais elle n'est pas documentée. Parfois, tu es maintenant avec des Chinois comme ça qui vont te demander, mais toi, tu viens d'où? Tu bugs, Ouais. tu n'arrives pas à répondre. Pourtant, lui peut te raconter son histoire même sur, Des 3, fois, 400, même quand 500 tu ans. réponds, tu commences à parler seulement à partir de l'ère coloniale, comme si l'histoire ne Voilà, tu commençait qu'à ce commences à dire des moment-là. Yotos Camaroès, tu Voilà. commences à dire que les Voilà. Allemands sont montés, les Voilà. ceci sont descendus. C'est là que tu comprends que, ah, il y a problème. Il y Mhm. a un gros problème. Et c'est à ce moment-là que je me penche encore beaucoup plus. Déjà, je m'en vais apprendre l'histoire de mon village Batoufam. Quand je ne comprends pas, je pose des questions. Et la chance, et j'encourage vraiment tous les groupements à faire ce que le chef Batoufam fait. La chance, c'est que le chef Batoufam a comme chef, comme, je sais pas comment dire, c'est un de ses leitmotifs vraiment, c'est la promotion du village Batoufam. Donc, il y a une grosse vulgarisation du village Batoufam. Il en parle beaucoup, il parle beaucoup de l'histoire de Batoufam. Ça fait que aucun Batoufam ne peut chercher vraiment son histoire sans connaître. Du moins, Mhm. au moins l'histoire de la création du royaume. Mhm. Après, Mhm. d'autres histoires, c'est pas aussi documenté que ça. Mais bon, donc c'est là que je commence par apprendre sur Batoufam. Après, moi, je suis quelqu'un, j'aime la culture et je me suis jamais limité à la culture bamileke seulement parce que moi, j'ai voulu apprendre ce qu'on appelle le Cameroun aujourd'hui, là. Qui sont les personnes qui peuplent le Cameroun? Moi, ça ne m'intéresse pas de ne connaître que la culture bamileke ou l'histoire Américaine. bamileke. Ça Mhm. m'intéresse pas. Moi, je veux connaître tout, même l'histoire des Africains. C'est comme ça que je commence à apprendre. Je commence à apprendre l'histoire des peuples de l'Afrique de l'Est, au point où maintenant, quand même, je n'ai pas la science infuse, mais je suis quand même bien calé en ce qui concerne la culture africaine parce que j'ai juste cette volonté-là d'aller apprendre. Et souvent, la volonté-là naît, comme tu l'as dit, lorsque nous arrivons à l'étranger et que nous comprenons que nous ne connaissons presque rien sur notre Mhm. culture. Mhm. Non, mais c'est ça, en fait. Et je crois que l'étranger est un déclic. Moi aussi, quand tu parlais, il y a un truc qui m'est venu en tête je ne vais pas dire que ça m'a frustré, mais ça m'a beaucoup me fait me poser des questions ici. C'est mon prénom. Tu vois un peu, Mhm. je t'ai dit, je m'appelais Ulrich et c'est un prénom allemand. Tu Oui. vois un peu, donc, quand j'arrive ici, les Allemands américains me disent, mais toi là, regarde ta peau, comment tu fais pour avoir ce prénom-là? Ils me demandent toujours, mais comment? C'est pareil avec mon prénom Ivan. Quand je tombais sur des Russes, parce que Ivan vient de Ivanovitch. Ouais. Mhm. Voilà. Donc, quand il tombait sur des Russes, Ivan, comment? Et c'est une question que je n'ai jamais su répondre. Il disait toujours, voilà, je vais demander à ma mère. J'ai demandé à ma mère ne sait pas. Elle ne sait pas comment elle a fait. Parce que Pour- les prénoms ont toujours été des effets de mode. Ça a toujours été des effets de mode où des prénoms des personnes qui, à un moment donné de la vie, sont célèbres, soit par leurs Ouais. actions, soit par leur talent, peut-être footballistique. Tu vas voir les gens qui vont s'appeler Pavel, c'est à cause de Pavel, le footballeur. Tu vas voir des gens qui se sont appelés Nelson. C'est vrai que même déjà Nelson vient d'ailleurs, mais c'est peut-être à cause de Nelson Mandela. Donc, beaucoup donnent juste des prénoms par mimétisme parce qu'il faut choisir un prénom. Il faut un prénom qui fasse un peu chic. Donc, il faut rechercher quels sont les Mhm. prénoms d'ailleurs. Il dit que moi, il donne un prénom allemand à mon fils. Mon fils, Voilà, c'est n'importe qui. Il a un prénom voilà. allemand. Alors que, alors que, alors que mon papa me dit, eux, ils n'avaient pas de prénom. Ouais, Ils n'avaient, beaucoup n'avaient pas de prénom. Si ouais. tu regardes même, je vais t'envoyer regarder la dynastie de beaucoup de chefs de certains villages. Tu peux même commencer même par Futuni, Mhm. qui est ton village d'origine. Tu vas voir que jusqu'à peut-être même
1800, la fin des années 1800, la plupart, presque aucun chef n'a de prénom, en tout cas Mhm, prénom occidental. mhm, mhm. Personne. Tu vas voir, il y a juste un nom. Fortel, Fortel, Fortel. C'est à partir de l'arrivée des Allemands surtout que tu vas commencer à voir, et peut-être après des Français, que tu vas commencer à voir les François, des des trucs comme ça. Et il y a le nom qui revient beaucoup chez, je sais pas si tu connais, chez les grands-mères, qui est Pauline. Mhm. Pauline, on me disait qu'on leur donnait ça comme ça. Tu viens dire, toi tu t'appelles Pauline, toi tu t'appelles tel, toi tu t'appelles. Donc c'est comme ça qu'elles ont reçu leur prénom. Quand ils se baptisaient, pour beaucoup, c'est quand ils se baptisaient. C'est pour ça qu'on appelle ça le nom de baptême. Mm, mm. C'est pour ça qu'on appelle ça le nom de baptême. Quand ils partaient se baptiser, quand on les forçait finalement à se baptiser, quand ils se baptisaient, on donnait, et puisque les noms-là, ils n'ont jamais réussi à prononcer. Ta Oui, grand-mère, si voilà. quand elle dit Pauline, elle dit Pauline. Elle dit Pauline. Ma grand-mère, par Voilà, exemple, donc. s'appelait Christine. Mais elle n'a Mhm. jamais réussi à dire Christine. Elle disait toujours Chrétine. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Ouais, ouais, ouais. Quand tu dis ça me rappelle souvent ma grand-mère. Même son propre, on disait Paulina. C'est ça. Et une autre chose, un autre truc, fun fact, c'est que, qu'est-ce que je voulais dire sur les prénoms là? Voilà. C'est que au Cameroun, tu vas remarquer que le prénom vient après le nom. C'est paradoxal, non? Mhm, Le mhm. prénom est censé venir avant le nom. Mais pourquoi est-ce qu'au Cameroun, le prénom vient après le nom? Bon, j'ai jamais compris. C'est ici à nouveau que j'ai compris qu'on commençait par le prénom, après le nom. Seulement parce que le concept de prénom n'est pas un concept africain, et Mhm. restons dans le contexte camerounais. Je ne connais pas ailleurs. Le D'ailleurs. concept de Mhm, prénom n'est pas un concept camerounais. mhm, C'est pas un concept mhm. camerounais. Parce que pré veut dire avant. Mais Ah comment oui, forcer, c'est puisque les prénom. gens venaient se baptiser, et c'est en ce moment-là qu'on leur ajoutait le Paulina, le Chrétien. Donc, il va maintenant d'abord donner son nom avant de donner son prénom. Prénom. Mhm, Donc, mhm. moi, je pense que c'est de là que ça vient, parce que j'ai jamais compris le fait que, euh, quand on dit présente-toi, les gens donnent toujours leur nom avant de donner leur prénom. Ah, tu vois, c'est aussi cette différence culturelle-là qu'on a. Et comme je dis, c'est un truc que beaucoup de gens ne comprennent pas et qu'on gagnera à comprendre parce que nous sommes dans une ère où, tu peux me dire si je me trompe, mais même les Blancs déjà commencent aussi à rentrer vers leur identité. Ils C'est essaient ça. aussi de retourner vers qui ils étaient même encore vraiment avant pour essayer Mhm. de se renfermer sur ça. Et si je me dis que c'est une ère spéciale, ce que je me dis, si nous, on n'essaye pas, nous serons toujours les perdants dans tout ça. C'est ce que moi je me dis. Ouais. Mais je suis optimiste. Je suis optimiste parce que je vois, il y a de plus en plus de personnes qui décident de retourner à leurs origines. C'est pas facile. Moi, je l'admets, hein. C'est pas facile. Pas facile pour certains. Tu vas voir, il y en a qui retournent même à leur culture ancestrale, leur religion ancestrale, et qui n'arrivent toujours pas à se désolidariser du côté chrétien de la chose. Et moi, je leur en veux pas. Moi, le seul problème que j'ai, bon, après aussi avoir gagné un peu plus en maturité et avoir beaucoup plus appris de la tolérance, moi, le christianisme me dérange lorsque on veut l'utiliser pour en faire passer la religion, je sais Pour pas. diaboliser. Oui, on l'utilise pour diaboliser les autres religions Mhm, et en faire la seule religion mhm, qui te dit exactement comment est-ce que la vie fonctionne. C'est à ce niveau-là que moi j'ai des problèmes. mhm. Je fais partie de ceux qui disent que bon, le christianisme est tellement ancré maintenant, c'est difficile de s'en défaire. Si tu veux être chrétien, tant mieux. Mais tu n'as pas besoin de me nuire pour montrer que tu es un bon chrétien. Donc, Tu n'as pas besoin de donc tu vois, m'insulter, d'insulter ma culture pour me montrer que tu es un bon chrétien. Et beaucoup de pays commencent à comprendre ça. Et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo pour parler, par exemple, du Bénin, où ils ont des jours fériés maintenant. Quand les Vodun Days approchent, ah, c'est les jours fériés pour les traditions, les religions traditionnelles.
Pourtant, et je faisais une vidéo où je m'exclamais, je dis, mais comment ça se fait que dans un pays comme le Cameroun, le Ngondo n'est pas férié? Donc, tu veux un peu férié. Oui, parce que c'est un patrimoine national. Donc, le Ngondo devait être férié. Maintenant, si en raison des problèmes de tribalisme qu'on a au Cameroun, on ne veut pas favoriser la religion d'une culture euh, au détriment d'une autre, on De peut en l'autre. faire comme le Bénin, on décrète une journée de religion traditionnelle qui peut-être cadre aussi à la période à laquelle le Ngondo tombe. Comme ça, chaque religion traditionnelle peut être de son côté en train de se célébrer. Pourquoi pas? Mais c'est difficile parce il faut savoir que déjà, ceux qui nous dirigent d'abord eux-mêmes, sans connaître les partis qui font derrière, se revendiquent d'abord chrétiens. D'abord, ceux qui nous dirigent d'abord, eux-mêmes d'abord se revendiquent chrétiens, donc ils ne pensent même pas, ils ne pensent même pas à mettre. Pourtant, pourtant, le Cameroun est un pays laïque. Et quand on dit laïcité, on veut dire le respect de toutes les religions. Donc, ça Mhm, veut dire que si tu donnes un férié aux musulmans, si tu donnes un férié aux chrétiens, tu dois être en mesure de donner un férié à ceux qu'on appelle les animistes. Tu dois être mhm. en mesure de le faire pour que tout le monde puisse se sentir concerné. Surtout qu'il y a une bonne partie de la population qui est animiste, sans compter maintenant ceux qui sont au milieu. Ceux qui ne croient à rien. Il y en a qui sont au milieu. Comme je te disais, il y en a qui sont chrétiens juste parce qu'ils partent à l'église. Sinon, leur tradition, ils n'ont pas Ou oublié. ceux qui sont chrétiens juste par habitude. Ils ont appris l'habitude Voilà, d'aller chaque dimanche. voilà. Donc, Sinon, oui. ils sont à fond dans leur religion. Mais c'est le cas de beaucoup de nos mamans hein, qui partent à l'église, mais après, quand elles ont les problèmes, elles savent que non, il faut que j'aille au village aussi, il faut que je parle. Exactement. Non, c'est vrai. Mais tu as dit un truc, ça veut dire que toi, parce que sur le net, sur TikTok et tout cela, on voit tout et n'importe quoi. Certaines personnes disent que on doit complètement, et c'est quelque chose qui c'est vraiment difficile à faire, bannir les religions abrahamiques de l'Afrique si on veut, si on veut s'en sortir. Sont catégoriques sur ça, ils ne veulent plus, ils se disent que voilà, on doit essayer de créer pour nous. C'est que c'est Euh, vraiment difficile, là je le concède, mais voilà, est-ce que tu penses vraiment que on peut construire une nation forte en, 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 en n'ayant mis aucune religion en avant. Faut dire ça comme ça. bon, honnêtement, pour te dire la vérité, moi, je pense que euh, bannir toutes les religions révélées qu'on a ne sera pas forcément la solution. Ça. En fait, les gens le disent maintenant à cause de l'ampleur que ça prend avec les églises de réveil et tout. Sinon, pendant un bon bout, c'est vrai, ça avait un impact, mais ce n'était pas forcément l'impact que ça a aujourd'hui. Donc, moi, je pense que bannir, ce sera impossible. Qu'on se dise la vérité. Pour- Ce sera Pourquoi tu impossible. penses que l'impact est plus important maintenant qu'avant? Parce que on a libéralisé la création des églises. Hmm. N'importe qui peut être pasteur aujourd'hui. N'importe qui peut être pasteur. N'importe qui peut être prophète. N'importe qui peut être, je sais pas, les noms qu'ils se donnent là. Mhm. N'importe qui peut avoir ça aujourd'hui. Pourtant, c'était pas le cas. Moi, je vais te prendre l'exemple. Je vais te prendre l'exemple d'un pays comme le Rwanda. Au Rwanda, pour ouvrir une église, c'est la mer à boire, hein. Hmm. J'ai La suivi religion ça. chrétienne est là, mais elle est contrôlée. Elle est contrôlée. Donc, ce n'est pas un truc que tu te lèves aujourd'hui, tu viens, tu commences à faire tes trucs, ou bien tu commences à vendre, je sais pas, tes huiles, tes ceci, et puis on laisse les gens te suivre comme ça. Toi qui as vécu en Chine, ça se passe comment là-bas avec les religions? Je venais même aussi à l'exemple de la Chine. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais en Chine aussi, il y a des chrétiens. Oui, D'accord. Oui, c'est que, et en les Chine, il y a des musulmans? chrétiens, il y a des églises en Chine, sauf que la religion en Chine est bien calibrée. Le truc en Chine, c'est quoi? Quand tu es chrétien, lève-toi, va à l'église. Si tu veux prier, tu pries, tu rentres. Hmm. Donc, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Il n'y a pas de que croisade.
Il n'y a pas il n'y a pas que croisade. Pourquoi est-ce que tous les gens que tu connais, les Kanguka, les machins là, pourquoi est-ce qu'ils ne partent pas en Chine? Ils veulent gagner les âmes, non? Pourquoi ils ne partent pas là-bas? Pourquoi ils ne partent pas là-bas? Parce que tout est calibré. Il n'y a pas de truc de croisade, de trucs. Non. Les chrétiens, j'ai déjà été dans une ou deux églises en Chine. Et même la Bible qu'ils utilisent, tout est contrôlé. C'est écrit Tout est autrement. contrôlé. Et les Chinois n'ont pas le droit d'aller à l'église où les étrangers partent. Ah bon? Exactement. Oh. Pourquoi? Ah bon? Parce que qui va dire, si on dit l'église où les Chinois vont avec les étrangers, ça crée des échanges et des Hmm. trucs, et ça peut ressusciter Ouais, des ouais, ouais, trucs ouais. qu'ils ne veulent pas. Donc, c'est Hmm. pas autorisé. Et comme je te disais là, euh, tu vas jamais voir sur les réseaux quelqu'un en Chine qui vient commencer à dire, venez dans mon église, son compte va être descendu le même jour. Mais ça veut dire, et chez eux là-bas, la religion dominante, c'est le bouddhisme, c'est ça? Bouddhisme, du quoi, le Ça, c'est bouddhisme? une erreur aussi que beaucoup commettent. En fait, le bouddhisme n'est pas aussi répandu en Chine que ça, hein. Ah bon? Non, Oh. le bouddhisme n'est pas aussi répandu en Chine que ça. La Chine est un pays où il n'y a pas forcément une religion dans le sens vraiment dogmatique de la chose. Par contre, Hmm. il y a des courants de pensée, il y a des philosophies de vie, comme le confucianisme, comme le taoïsme, Hmm. par exemple. Tu vois, ils ont une philosophie de vie, ils essayent de vivre en utilisant les préceptes des fondateurs de ces mouvements-là. Le taoïsme a été fait par Tao. Mais ils sont un peu Donc, aussi animistes là-bas. Ou bien... oui, en tout cas, ils ont beaucoup de croyances et tu vas être surtout beaucoup de croyances qui ressemblent aux croyances africaines. C'est pour ça que quand j'étais en Chine, par moment, j'étais vraiment, donc je me sentais mal quand je voyais des choses qu'ils font, que nous aussi on fait, ou du moins on est censé faire, mais qu'on diabolise. Par exemple, le culte des morts. En Chine aussi, ils en ont. Et ils ont même un férié pour ça. Oh. Ils ont une date chaque année, ça tombe généralement environ en mars, avril, où ils vont sur la tombe de leur décédé pour déjà nettoyer, apporter des présents et parler. Et c'est un jour férié. Et c'est férié. Oh, super. Ça, OK. en chinois, ça s'appelle Qingming-jie. Qingming, c'est, en fait, c'est, si on veut traduire littéralement, c'est, ils partent essuyer les tombes. Hmm. Hmm. Ça ressemble Mhm. bien à des Bien choses qu'on sûr. fait. Et ils ont plusieurs trucs comme ça. Ils ont des endroits où il y a des arbres où tel arbre a une certaine renommée. Il y a des trucs où ils partent sceller des alliances, des trucs. Ils ont plusieurs croyances qui sont Hmm. tellement similaires aux croyances africaines. C'est pour ça que moi, je pense que beaucoup d'Africains peuvent facilement ressentir le côté culturel de la Chine parce que il y a beaucoup de valeurs que les Asiatiques, On de manière partage. générale, partagent avec les Africains. Les valeurs des anciens, Mhm. le respect, la culture et tout. Mhm. Mais bon, revenons à, où on est- Oui. à l'Afrique en tant que telle. Il Mhm. y a aussi, bon, on va au niveau du Cameroun, par exemple. J'ai ce problème-là. On a aussi parlé de ça en off, hein. Je t'ai dit que mon père, par exemple, quand tu as parlé du Bafang, tu as dit que c'était pas le Bafang, c'était le Féfé, qu'on parle à Banja, Futuni, etc. Mon père m'a dit que à Futuni même, lui, des fois, s'il commence à parler Futuni, mais il y a des Banja ne vont pas comprendre. Et je trouve ça aussi assez bizarre. Pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on a autant de différences linguistiques parce que j'ai l'impression que ça nous éloigne un peu les uns des autres parce que, je m'explique, moi, comme je t'ai dit, je suis Futuni de Mhm. père, mais de mère, je suis aussi, on va dire, Balum, ou un peu, et c'est deux langues différentes. C'est deux langues différentes. Et des fois, je ne vais pas te mentir, des fois même, et tu l'as dit aussi, il y a les parents qui préfèrent même que leurs enfants n'épousent pas, même malgré qu'ils soient du même village, même papa, même village, Bamileke, ils Mhm. préfèrent toujours que non, on reste
entre nous Baloum. Parce que voilà. Est-ce que le fait d'avoir toutes ces langues-là n'est pas une faiblesse pour... Dans le fond, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et là, je vais même sortir de la communauté bamileke. Je vais parler même au sens un peu plus large. Je ne pense pas parce que, justement, moi, je pense que c'est la diversité même qui fait notre force parce que je me dis que si, quelque part, on était tous unis dans le sens où on parle tous la même langue et là, je viens au côté culturel de la chose. Je parle pas avoir une langue nationale pour le Cameroun et tout. Ça faciliterait quand même les échanges. Et ça nous permettrait d'avoir une alternative au français et à l'anglais qui, pour moi, nous est inutile lorsque nous sortons du Oui, bien sûr. Cameroun. Oui, quand on sort du Cameroun, on ne peut pas faire notre Surtout le conversation. français. Même si on veut parler le franglais, quelqu'un qui comprend quand même bien le français, qui a l'habitude de traîner avec les Camerounais, va savoir ce qu'on est en train de se dire. Oui. Donc, on n'est pas vraiment à l'abri, comme, je sais pas, les Sénégalais avec leur Wolof et autres. Mais pour revenir à ce qu'on se disait, je pense que c'est une richesse d'avoir une diversité. Je pense que c'est une richesse, mais c'est que le problème, c'est quand on utilise ces langues-là comme barrière à l'intercompréhension entre nous. C'est à ce niveau-là, pour moi, que je trouve que il y a problème. Sinon, c'est justement le fait que quelqu'un parle boulou et toi, euh, fait, qui renforce encore ton envie de le connaître parce que c'est une nouvelle culture, c'est une nouvelle langue, donc tu vas apprendre à connaître cette personne. Moi, c'est ça, ça favorise. C'est quand on utilise maintenant ces langues comme barrière je sais pas, à l'interaction entre les peuples que ça pose problème. Maintenant, pour Mais les gens revenir utilisent... comme une force, oui, pourtant c'est normal. Justement, tu le vois avec l'Afrique. C'est pour ça que je disais que tu ne peux pas être tribaliste et vouloir être panafricain. Pourquoi? Parce que même si demain on a une Afrique unie, ce sera toujours une Afrique plurielle avec plusieurs langues. C'est vrai, on pourra avoir une langue officielle qui probablement sera le Swahili ou la Hausa en raison du nombre de personnes qui parlent ces langues-là. Mais on aura toujours chacun ce côté propre. Parce que c'est parce que tu es Baloum et que tu parles Baloum et qu'il n'y a que le Baloum qui te comprend que tu te sens en famille quand tu avais les Baloum. Mais si quand tu parles Baloum, le, je sais pas, le Bafoussam peut comprendre, je sais pas, le Batoufam peut comprendre. Oui, tu te sens, tu ne vas pas te plaindre de te faire comprendre par tes frères, mais tu n'as pas ce côté de à la maison. Dans la maison, on a souvent nos petits secrets qu'on aimerait bien se dire. Et ça n'empêche que quand on se retrouve dehors, qu'on essaye de parler tous ensemble. C'est un peu ce que je veux dire. Donc, moi, je pense que ça ne devrait pas être une faiblesse. C'est vrai que dans un peuple comme le peuple bamileke, quand même, je trouve que oui, il y a une très grande diversité des langues. Mais, il y a un autre truc, c'est que je pense que c'est la résultante du fait que quelques personnes ont voulu utiliser nos langues comme des barrières. Pourquoi? Parce que à la base, nos langues ont une vraie racine. Je sais pas si tu as eu à remarquer, les grands-parents d'avant pouvaient comprendre presque toutes les langues bamileke. Même jusqu'à maintenant, même ma maman. Voilà. Est-ce qu'ils faisaient la magie? Ce sont les mêmes langues, non? Mais c'est parce qu'on crée déjà le blocus dans la tête. Moi, je suis d'ici. Donc, moi, c'est pas ma langue là-bas. On crée déjà ce blocus. Pourtant, moi, je vais te faire un aveu. Je ne parle pas bien ma langue. Beaucoup vont m'entendre parler de culture tous les jours. Ils vont croire que je roule ma langue. Malheureusement, non. Et c'est un truc que j'ai toujours reproché à mes parents. C'est que, fonctionnaires de leur état, avec un parent enseignant, un parent ingénieur, agronome. Donc, on a beaucoup parlé le français à l'école, à la À la maison. maison. On trouvait toujours le moyen de bien parler français et tout. Et anglais aussi parce que ma mère est enseignante bilingue. Donc, ça faisait que, généralement, et pour les taquiner, dit toujours, vous parliez la langue quand vous voulez parler des secrets que vous ne voulez pas que les enfants comprennent. On entend seulement les chiffres, on entend seulement les quatorze, les trucs comme ça, quand il s'agit de parler des gros montants. Mais quand il s'agit de s'adresser à nous, vous vous adressez en français, et ça m'a porté préjudice.
Mais pour le moment, là maintenant, je fais de mon mieux pour apprendre. Je suis partout où on parle de ma langue, je suis là pour apprendre vraiment Ouais, dès la écoutez. base, dès la racine pour pouvoir parler. Parce que je sais que la langue me permettra de décoder plusieurs autres trucs dans la culture. Donc, je pardon, mais euh, le fait que avant nos parents, ils comprenaient tout cela. Pourquoi? Parce que à la base, c'est une langue unique, ou du moins c'est une langue qui a une même racine. C'est Avec une même beaucoup de racine. variantes. Et puis, et voilà, maintenant, il y a juste eu des variantes, ce qu'on appelle souvent des dialectes, ce qu'on appelle souvent des dialectes d'une même langue. Sinon, c'est quelque part, il y a un fond. Il y a un fond. Et c'est pour ça, comme on le disait, que nos grands-parents pouvaient comprendre. Moi, ma grand-mère, quand un gars quand les gens venaient parler le moment là de Bayangam, de Banjul, elle comprenait. Elle répondait dans Batoufam et ces personnes-là comprenaient aussi. Et quand tu te poses bien et que tu as la volonté de comprendre, mais tu vois que, ah, attends, en Yemba, on dit ça. Moi, par exemple, il y a des moments, les gens parlent le Yemba, il y a des mots qu'ils utilisent, moi, je comprends. Ouais, Pourquoi? Parce que ouais. maintenant, mon esprit est disposé. Mhm. Mon esprit est disposé à apprendre, à comprendre. Et ça va même loin, hein, parce que j'ai mon ami anglophone qui est du Nord-Ouest. Et un jour, je suis allé chez eux, du moins en 2022 que j'étais au pays. Ça m'est à parler leur patois. Et j'ai reconnu certains mots. Je me suis dit, mais ça ressemble tellement au Bamileke. Ça ressemble Exactement. beaucoup au Bamileke. Mais Exactement. comment ça se fait? J'étais très surpris. Pourtant, ils sont du Nord-Ouest. Là, je me suis dit, bon, peut-être, avec la langue, on a tracé juste, on nous a séparés. Peut-être c'était un village Bamileke, je ne sais pas. Je me dis qu'il y en a, je sais pas si, mais il y a des villages Bamileke un peu au Nord-Ouest. Tu sais pas que tu n'es pas su, c'est vrai, c'est une réalité. Ok, donc, Même dans la voilà. communauté, même dans les communautés Ngiem, bon, tu vas retrouver des gens qu'on appelle communément les Bouddhas. Tu vois, mais les Ngiem, bon, et même les autres langues des Bamboutos, il y en a beaucoup qui sont parlées aussi Hum, dans le nord-ouest, comme le Mongaka, que tu vas trouver aussi dans le nord-ouest. Même le Ngiem, bon, tu vas trouver certaines localités dans les Bamboutos qui parlent aussi le Ngiem, bon. Donc, il y a des gens du Nord-Ouest qui peuvent s'identifier comme, on va dire, Bamileke, alors qu'ils peuvent dire que, bon, moi, je suis un C'est vrai Bami, qu'aujourd'hui, avec le fait qu'on a restreint le pays Bamileke à l'Ouest. à la partie qui est après le Noun, oui, il y a les Bamileke, ça va plus loin. Ça Hum, va plus loin. hum, Et il y a même dans le sud-ouest, le nord-ouest, il y a des communautés Bamileke aussi qui s'étaient déportées depuis très longtemps pour aller s'installer. C'est comme ça que tu vas Ah trouver, bon? par exemple, tu vas trouver certains noms Bafang dans le sud-ouest, Hum, comme par exemple la chanteuse Kameni. hum. C'est une fille Mais elle est Bafang, non? elle va s'identifier comme étant du sud-ouest, mais ce sont des Bafang. Bon, les gens qu'on va appeler de manière globale les Bafang, mais ce sont des communautés, il y en a des communautés qui sont allées s'installer depuis très longtemps Hum, dans ces zones-là, au point où ces zones-là sont devenues comme leur village, mais la culture et tout reste pareil. Les Bawok, par exemple, de Bali, c'est un groupe de Bawok qu'on trouve à côté de Baranté, qui se sont déportés pour là, après un problème qui s'est passé dans leur chefferie. Le groupement Bawok s'était éclaté, il y en a qui sont hum, partis. Et à Bali, par exemple, tu vas trouver des Bawok, ils ont des noms que tu vas retrouver dans le Ndé. Leur langue reste le Mejumba. hum, hum. Bon, nous sommes beaucoup restés dans les tribus et les ethnies. Il y a Oui. un truc que j'ai aussi écouté dans un podcast d'une Camerounaise sur, plus ou moins, elle fait un peu la politique. Et pour elle, la solution pour le Cameroun maintenant, bon, je crois on en a parlé, mais je te dis quand même, elle dit que pour elle, pour que le Cameroun puisse avoir une situation politique stable et pour qu'on puisse construire un pays stable, il faut détribaliser le Cameroun. Je sais pas si tu comprends pas Et ce que je qu'est-ce veux dire qu'elle entend par détribaliser. détribaliser? Est-ce qu'elle a expliqué ce qu'elle entend par détribaliser le C'est Cameroun? ça que je voulais t'expliquer. Je crois que c'était pas elle qui disait, c'était quelqu'un sur son podcast, mais elle a hoché la tête pour confirmer. C'est ça que j'ai dit, bon, elle a. Puis, il disait que voilà, tout ce qui est tribu, tout ce qui est, voilà, on devait rendre ça petit, le plus petit possible.
pour pouvoir parler à l'échelle d'une nation. Parce que, et c'est quelque chose que je vois aussi, beaucoup parlent à l'échelle de leur village, tu vois un peu. Je sais pas, c'est bon comme c'est mauvais, parce que moi personnellement, je trouve ça assez mauvais parce que on se retrouve ici, en Europe par exemple, les gens créent des fois c'est bien peut-être pour apprendre la culture, et on crée des réunions, voilà, réunions Balloum, réunion Futuni, où c'est interdit juste, c'est juste pour les baloum, tu vois. On ne veut pas, voilà. Moi personnellement, j'ai dit, je déteste, je n'aime pas un peu ça parce que je trouve que déjà nous sommes déjà éloignés, on ne doit plus s'identifier en tant que, déjà ici, je parle pour Cameroun, je dis ici, Mhm. quand nous sommes déjà sortis du Cameroun, on ne doit plus trop essayer de s'identifier en fonction de nos villages parce que nous sommes, nous sommes loin de ce contexte-là. On doit plus Mhm. essayer de parler en tant qu'unité commune, le Cameroun, et faire comme ça. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses par là. Elle disait qu'il faut détribaliser le Cameroun pour pouvoir avoir une scène politique saine. Une scène de tout débat, de tout combat, de tout, de tout tribalisme, en fait. Parce que les gens aussi, même dans les élections, partent voter leurs frères. C'est ça. Ils partent voter leurs frères, ils partent voter, voilà, on ne veut pas savoir, non, on vote. Tu dis que voilà, tu vois avec même des gens du MSC, on va dire la vérité, ils partent voter Kamto parce que il est, voilà. Et Mhm. puis d'autres, ça partent voter Kabal. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce n'est pas une option assez qu'on peut Bon, étudier? c'est vrai que tu as essayé de me dire un peu ce qu'elle entendait par détribaliser, mais je pense que je reste convaincu que ce qu'elle veut, elle a voulu aussi dire, bon, dis-moi, l'inviter, parce que tu as dit, elle a juste hoché de la tête pour, en quelque sorte, Mhm, acquiescer, pour dire que ce qu'il disait était vrai. Mais je pense que l'inviter, je sais pas, je pense que c'est un peu plus complexe que ça, que la réalité que la personne voulait expliquer est un peu plus complexe que ça. C'est vrai. Ça, c'est clair qu'au Cameroun, et je crois on a déjà, on en a parlé un tout petit peu, il faut régler la question de l'appartenance tribale et vraiment la limiter à vraiment que, comment dire, la fierté d'appartenir à telle ou telle tribu. Mais ça revient à ce que je te disais, c'est que c'est le côté institutionnel de la chose. Parce que quand, comme tu dis là, quand arrive, tu vas pas remarquer, et c'est souvent beaucoup plus quand les élections arrivent qu'on ressort toujours ce genre de choses. Malheureusement, maintenant, même quand les élections finissent, il y en a qui sont vraiment arrivés dans les extrêmes et ils ouais. répandent ces problèmes-là et ils ne font que augmenter la gangrène. Et dans les, que ce soit dans la communauté bamileke ou bien, et tu vas remarquer Mhm, qu'en général, lorsqu'on parle de ça, il y a autour trois ou quatre tribus qui s'affrontent, qu'on se dise la vérité. Les autres, beaucoup d'autres tribus, on a l'impression qu'ils ne sont même pas au courant de ce qui se mhm, passe. Pourquoi? Parce qu'on a justement voulu mettre en lumière un certain nombre de tribus parce que, je sais pas, je peux me tromper, mais quelque part, ce sont ces tribus-là qui sont un peu plus en vue lorsqu'on parle de politique au Cameroun. Et on devrait maintenant se poser la question, mais pourquoi est-ce que quand on dit tribalisme et tout, on parle du tribalisme juste entre deux, trois, quatre tribus, comme si ce n'est que les seules tribus qui c'est juste. existaient au Cameroun. Pourquoi? Donc, je veux dire, c'est une volonté, en fait, que ça se passe comme ça. Pour qu'à chaque fois, ils s'entre-déchirent. Et quand les gens commencent à s'entre-déchirer, oui, inconsciemment ou consciemment, certains vont se ranger du côté de leurs frères. Donc, pour mettre fin avec ça, il faudrait qu'on arrive, comme l'invité là le disait, à faire comprendre aux gens que tu peux être fier d'appartenir à une tribu sans que cela n'impacte ta vision de la vie politique au Cameroun, ta vision de l'avenir du Cameroun, de comment les choses devraient se gérer. Parce que, en fin de compte, lorsque tu votes pour ton frère, quand il est aux affaires, c'est nous tous qui souffrons si les choses se passent mal. Mhm, Ce n'est pas que quand, après que tu aies voté pour lui, d'autres personnes vont mal se porter et toi, tu vas bien te porter. Non. Quand on dénonce des choses dans un pays, ça va mal pour tout le monde.
Et tout le Donc, je monde. suis d'accord que oui, on devait vraiment entériner la question de tribalisme au Cameroun. Et oui, tu as mentionné encore un autre aspect de comment les choses se passent à l'extérieur du Cameroun. Moi, je partage parfaitement ton avis et je le dis chaque fois. Moi, j'ai un gros problème. Et ça peut paraître pour certains comme si on n'est pas fier. Bon, en tout cas, je ne vois pas quelqu'un qui peut me dire je suis pas fier d'être bamileke. Je sais que la personne se trompe sur Mhm. toute la ligne. Mais c'est pas parce que je suis fier d'être bamileke que lorsqu'on va se retrouver à l'extérieur du Cameroun, on doit s'enfermer. Je dois En m'enfermer tant dans que la c'est réunion des effectivement. bateaux femmes et rester dans l'amicale des bateaux Mhm. femmes. Non, Mhm. c'est pas parce que je suis fier d'être bamileke que ma vie associative dans un pays étranger doit se limiter à mon appartenance ethnique. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord de comment les choses se passent. Je ne veux pas citer les noms mais j'en connais qui sont allés aussi loin que de faire leur groupe et dans leur groupe, ils ne se marient qu'en que dans certains villages. Mais c'est ça les Bamileke. Je te dis, ils ne se marient pas, Honnêtement, je ce suis n'est pas pas pour d'accord. mais les raisons pour lesquelles ils le font. C'est ça mon problème. Et comme je te dis, je suis pas d'accord pour plusieurs raisons. Parce que déjà, ça nous limite, ça nous limite, oui, ça nous limite. Moi, en fait, je serais plus d'accord si on avait du style un peu, je sais pas, je sais que ce sera compliqué de le faire, mais moi, c'est ce qui est un peu dans ma tête. Si on avait un style un peu de fédération, ça veut dire quoi? De fédération de Camerounais étrangers où il y a plusieurs strates, tu vois? Par exemple, vu qu'on est nombreux, faut pas qu'on se mente, des Camerounais, nous sommes nombreux à l'étranger. Donc, si on décide de faire, je sais pas, une réunion des Camerounais de l'étranger, tout le monde ne peut pas y siéger. Mhm, mhm, C'est compliqué. Donc, ça veut dire qu'on pourrait faire un système qui est stratifié où, dans la réunion des Futuni, on a des représentants. mhm. Je Puis vois dans un le peu. Roncam, on a un représentant dans la réunion de l'Ouest. Et au niveau de l'Ouest, on a les représentants qui vont aller siéger au niveau, du moins la réunion qui coiffe tous les Camerounais de cette ville ou de ce pays-là. Si on avait par exemple un truc stratifié comme ça, on pouvait encore comprendre. Mais la manière dont les choses se passent, je crois que ce n'est que bénéfique dans le sens vraiment purement familial de la chose. Ça veut dire quoi? Si tu as un enfant à qui tu vas apprendre la langue Baloum, tu sais qu'en l'envoyant dans les activités Baloum, il va apprendre sa langue. C'est pas mal, c'est pas méchant, c'est bien. Mais c'est que c'est tellement restreint que ça nous coupe un peu des autres. Et moi, je regrette vraiment que ça se passe comme Mhm. ça. Parce que oui, certains le font juste pour être ensemble, mais d'autres le font vraiment pour se limiter à juste eux. Et c'est pas bon. Je trouve ça aussi parce que c'est un peu aussi ça me vient juste ça me vient juste en tête actuellement, hein. C'est un peu aussi perpétuer la manière de penser des blancs actuellement qui peut-être c'est trop pensé de le dire, qui nous qui nous regroupent aussi de cette sorte-là en disant par exemple que, heu toi là, nous sommes les blancs, vous êtes les Africains, restez de vos côtés. Donc on pense comme parce que tu peux pas être par exemple en Occident, tu te plains du racisme chaque jour, chaque jour, et puis dès que tu entres chez toi, tu dis que ce sont les phrases que je suis beaucoup et tu dis que: «Wow, les les Bagantés sont comme ça». Eux là Hmm. vraiment ou bien, il y a un truc que j'écoute souvent sur les Balou, je sais pas si tu connais ça, toi qui connais pas, on dit que ce sont les oh je connais plus comment on prononce ça, les planteurs de bonbons. Hmm. On dit ça c'est un truc pour dire ça c'est un truc que je suis. On dit que ce sont les planteurs, bon, pour dire qu'ils aiment rêver, ils plantent des trucs qui ne vont jamais pousser. Oui, prendre le bonbon en espérant que ça Oui, pousse. voilà, voilà. Ça, le truc, tu vois, on met un peu c'est assez bizarre, on En fait, adore généraliser, c'est un truc je sais oui, pas parce que souvent quand je parle, j'ai l'impression qu'on me voit comme quelqu'un qui est assez extrémiste parce que moi, j'ai des fois, il y a des trucs qu'on fait, il y a des trucs qu'on fait qui me font avoir honte, honnêtement.
qui me font vraiment. Je sais pas si tu ressens aussi souvent la même chose, parce que même entre nous, il y a les injures qu'on se lance. Il y a un truc que tu as parlé, dont tu as parlé récemment sur la fille albinos là, mais même avant ça, il y a des trucs qu'on lance sur les villages. Il y a eu un truc qui m'avait fait mal. Sûr. C'était le moment où, je sais pas si tu le connais, Zach Mokassa, le Congolais, avait insulté les Camerounais. Tu vois un Mhm. peu. Moment où il fallait relancer les injures, les injurer en retour, les Camerounais ont pris les traits et les injures qui sont typiquement racistes, utilisés par les Blancs. On insultait sa bouche, oh, il a une grosse bouche, il a un gros nez, oh, regarde comment son nez est gros, il a une grosse tête, il est noir. C'est un truc, honnêtement, ça me fait tellement honte quand j'écoute ça parce que ça revient à, ce n'est plus le blanc qui le fait. On perpétue quelque chose que nous, on n'a pas commencé. Et celui qui a commencé ça est heureux même de vous voir faire ça là. Je ne sais pas si tu as déjà eu honte d'être africain dans ce sens-là, pas forcément, mais d'être dans cette situation-là. Bon, cette situation-là, par contre, non. Bon, c'est vrai que j'essaie un peu de comprendre ce que tu veux dire, c'est que à l'insulter comme ça répercute en fait les mêmes clichés que les Bien Blancs avaient sûr. utilisés C'est ce que pour moi je insulter pense. les Noirs. Oui, vu sur cet angle-là, oui, il y a un problème. C'est vrai que sur le coup, bon, moi j'avais pas trop. C'est vrai que c'est une polémique que je n'avais pas vraiment trop suivi et tout. J'essayais juste su on a Mouekassa a insulté les Camerounais et puis ils Mhm, sont mhm. tombés sur lui. Bon, les différentes insultes qu'on a utilisées, j'ai pas vu, mais avoir honte d'être africain dans certaines situations en fonction de ce que certains Africains font. Oui, parfois, il y a des comportements que je trouve assez déplacés. Comme par exemple, il y a un autre gars que je suis sur TikTok et il s'appelle le Roi Léon. C'est un gars Bamoun. En tout cas, il est Mhm. métis. Je sais pas son côté métis, on vient de quel côté, mais je sais que il a son côté camerounais Bamoun. Et il y a quelqu'un qui est venu laisser un commentaire euh, qui, je suis sûr, pour lui, était vraiment tranquille, tu vois. Et pour lui, il a dit quelque chose de bien normal. Il a dit, ma première fois de voir un Bamoun bien éduqué, machin, machin. Oh. Tu vois. Et ça vient des clichés, tu vois. Mhm. Et ce sont des clichés et des stéréotypes qu'on a tellement propagés que c'est devenu comme la norme. Ça veut dire quoi? Dire dit que les Bamouns sont des serpents à deux têtes, c'est devenu quelque chose de normal pour certains. Dit que c'est des personnes de la zone venant de Tchang là-bas sont Mhm. sales. C'est devenu la norme. Ah, oui. C'est devenu la norme au point où quand tu le dis, et il y a plein d'influenceurs qui font des trucs comme ça. Quand Bien sûr. les gens font une vidéo où un homme ne veut pas donner l'argent, on lui demande, tu es Bamileke. Donc tu vois, autant de choses ce sont des clichés qui malheureusement sont devenus la norme. C'est pareil avec les gens de la région centre-sud, des régions centre-sud et même littoral aussi, Et qu'on il y a même qualifie des de Bamileke vendeurs de qui terrain. utilisent aussi ça pour se sentir supérieur. Certains qui disent, voilà, c'est aussi un truc que je suis beaucoup qui me fait tellement rire. Ils disent que, et je trouve que c'est tellement faux. Ils disent que, voilà, il faut voir, quand les Bamileke arrivent en Europe, c'est eux qui font les plus grandes écoles. Tu vois, ils sont plus intelligents que tous les autres. J'ai dit que c'est faux. Pourquoi? C'est faux. Moi, Il y a j'ai des fait personnes l'école intelligentes anglophone. partout. Oui, J'ai fait l'école anglophone. Il y a des ils ne sont pas en Allemagne, peut-être, mais il y a des anglophones en Angleterre qui font les grandes écoles. Il y a les oui, aux bêtises qui partent. États-Unis. Pourquoi vouloir croire que c'est vous, forcément parce que tu es Bamileke? Et je le dis parce que moi, je suis Bamileke, je ne cache pas. Mhm. Mais pourquoi croire que parce que tu es Bamileke que tu fais mieux certaines choses que d'autres personnes? Oui, mais en fait, comme je disais là, euh, on va dire ce qu'on dit, mais il y a une autre chose quand même qu'il faut reconnaître quand on parle des peuples. C'est juste que moi, je n'aime pas souvent beaucoup, je n'aime pas quand on l'utilise pour rabaisser les autres, tu vois. Je n'aime pas quand on utilise certains, et la plupart des temps, les clichés et les stéréotypes, on les utilise pour rabaisser. J'ai rarement vu un stéréotype qui est valorisant. J'ai rarement vu un Mhm. stéréotype ou un cliché qui est valorisant. Mais cela n'empêche que il y a des comportements et des attitudes qui sont
Propre inhérentes à un ou peuple, souvent pourquoi ça? qui sont, comment dire, qu'on retrouve en majorité dans certaines tribus. Ça peut être en bien comme en mal, mais on ne doit pas l'utiliser comme une arme de guerre. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? On sait que, et c'est vrai que dans tous les peuples, il y a des bons et des mauvais, mais chaque peuple a sa caractéristique, a sa spécificité, a une chose. C'est pour ça, avant, on avait des peuples, par exemple, qui maîtrisaient mieux l'art d'être les forgerons, par exemple. On Mhm. sait que, par exemple, le peuple Bamoun, c'est un peuple d'artisans. Ce n'est pas quelque chose de caché. Ce n'est pas aussi anodin le fait que à Fumban, il y ait une école des beaux-arts. C'est en raison aussi du côté artisanal de Fumban et du peuple Bamoun qu'on a carrément ouvert cette école là-bas. Donc, il y a des spécificités, il y a des caractéristiques, il y a des qualités qui sont spécifiques à certains peuples. Il y a des peuples qui sont meilleurs orateurs que d'autres. Il y a des peuples qui sont meilleurs dans le commerce que d'autres. Il y a des peuples qui sont... Là, tu donnes vraiment les bons côtés. Ça veut dire qu'il y a aussi des peuples qui sont, tu veux dire par là qu'il y a aussi des peuples qui sont plus sales que d'autres? Non, 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 non. Voilà, parce que je sais pas, parce que Non, c'est un en fait fait, la raison pour laquelle je le dis, c'est que je sais que dans les commentaires, il y a des gens qui vont dire, donc vous voulez dire que, euh, par exemple, parce que tu as parlé du côté intelligent des Bamileke, les gens vont venir dire que vous voulez dire que il y a aucun, donc il n'y a pas des peuples qui sont particulièrement tang ou particulièrement tang. Je le dis juste que c'est vrai. Maintenant, quand on arrive sur des trucs de sale, il y a des propres et des sales partout. partout, partout. Il y a des Partout. propres et des sales partout. Ce n'est pas parce que tu as rencontré beaucoup de personnes qui sont peut-être de tels ressortissants de tel village qui ont plus une telle caractéristique que tu vas généraliser parce que tu ne Hein? les as pas tous vus. Et bien même, supposons même qu'ils l'étaient. Ah, pour moi, je trouve pas que c'est important. Moi, si je veux parler de toi, Ulrich, je ne veux pas venir commencer à parler de toi comme un hypocrite. Bah non. Si je n'ai rien de positif à dire sur toi, je me tais. Moi, je pense, hein, Mhm. la bonne séance demande aussi ça. Si je veux parler de toi, si je n'ai pas quelque chose de bien à dire sur toi, je préfère me taire que de commencer à vulgariser. Par exemple, aujourd'hui, on a parlé. Je suis, j'étais rencontré beaucoup de personnes qui me connaissent, ne t'ont jamais connu. Donc, ils vont écouter ce que je dis de toi Mhm. et le Mhm. propager aussi à d'autres personnes. Donc, si je viens et Mhm. commence à dire que lui, il est comme ça, c'est ça qu'ils vont propager. Donc, parfois, on peut faire fi aussi de certaines choses et se dire juste que tout le monde a du bon et du mauvais en lui. Mhm. Mais pourquoi ne pas se baser sur ce que ces personnes-là ont de bon C'est vrai, c'est pour vrai. maîtriser, pour justement créer ce vivre ensemble-là? Parce qu'on ne pourra pas vivre ensemble si tout le temps je suis en train de mal parler de toi. Mhm. 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 Ok, mais je veux un peu essayer de wrap up pour ne Mhm, pas on tire de long en large. Je mhm, demande toujours, ça c'est un truc, je t'ai dit que je suis aussi dans, je trouve que c'est important parce que nous sommes une génération, on va dire, je ne veux pas utiliser perdu, mais on a, on, on a eu un manquement dans nos débuts. Comme tu l'as dit aussi, nos parents n'ont pas forcément vraiment appris nos langues et tout. Maintenant aussi, nous sommes encore éloignés vraiment de notre pays. Je demande toujours, hein, si toi, tu devais avoir un enfant, en espérant que tu en auras, mhm. et que ici en diaspora surtout, et que tu veux qu'il comprenne ses origines, quelles sont les premières choses que toi tu vas faire? Tu vas commencer par la langue, tu vas commencer par quoi? L'idéal serait de commencer par la langue. Maintenant Idéal. que c'est difficile, parce que moi aussi, je vais te dire, je parle Futuni moyennement, tu vois, je ne le maîtrise pas. Et et de ce fait, c'est difficile pour moi d'abord d'apprendre à quelqu'un. Pourtant, moi-même, je ne connais pas encore. Voilà. Donc, c'est vrai. Donc, comme je disais, l'idéal serait de commencer par la langue. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je m'y mets. Parce que je sais que j'ai un devoir de transmission. Vous Ouais. savez dire quoi? Même le Fortuné que tu parles moyennement, commence par le moyennement que tu as là, tout en te perfectionnant. Pour moi, Mhm. ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal parce que quoi? L'enfant va sortir, il va apprendre allemand.
je suppose, vu que tu es en Mhm. Allemagne, en tout cas pour le moment. L'enfant va apprendre allemand dehors. Donc, déjà, l'allemand, tu n'auras pas besoin de le lui apprendre. Bien sûr. Donc, tu peux commencer par le Futuni, parce que, comme je disais, beaucoup de codes se trouvent dans la langue. Beaucoup de codes Mhm. se trouvent dans C'est pour ça que souvent, on a du mal à traduire certains mots en français. Tu veux exprimer quelque chose en français, mais tu n'arrives pas à l'exprimer en français parce que ce n'est que en Futuni que tu sais le dire. Donc, Mhm. déjà commencer par ça. Et maintenant, comme on le disait, il y en a qui essayent déjà avec des petites histoires pour les enfants, tout ça. Mhm. Mhm. Commencer par ça. Comme je disais, les associations dont on parlait tout à l'heure, elles ne sont pas mauvaises. Dans le fond, Mhm. si on regarde l'esprit du début, Bien sûr. elles ne sont Mhm. pas mauvaises. C'est pour la promotion et la conservation de notre savoir-faire, surtout pour nous qui sommes à l'étranger. Donc, amener souvent les enfants dans ces associations-là où ils vont rencontrer d'autres enfants comme eux et aussi où généralement, parce que ces associations-là, à un moment donné, il y a souvent des petites cellules linguistiques pour apprendre la langue aux enfants, je sais pas, un samedi sur deux ou deux samedis sur quatre, des trucs comme ça. L'amener dans des festivals qui ne sont pas forcément juste des festivals, par chance aussi maintenant, comme on le disait, ça c'est aussi le côté positif peut-être de toute la prolifération des associations qu'on a. Donc lui fait faire le tout. Tu vois par exemple l'histoire que je prends mon temps à raconter chaque jour sur TikTok. Il y a des festivals peut-être en Europe où l'enfant peut avoir une bribe de toutes ces histoires-là au même Mhm. endroit. Mhm. C'est une grosse richesse. C'est une Mhm. grosse richesse. Commencer par ça. Et maintenant, pour moi, après, vraiment la cerise sur le gâteau, ce qui est vraiment le plus important, c'est ce que si les moyens le permettent de rentrer quand, autant que tu le peux au pays avec cet enfant, Avec l'enfant. lui présenter sa culture, lui Mhm. permettre de toucher du doigt. Parce que pour moi, j'ai un problème avec les gens qui commencent à avoir l'éveil de leur culture. En fait, j'ai l'impression qu'ils admirent leur culture, mais de loin. À distance. Ils admirent leur culture de loin. Genre, oh oui, je suis fier d'être babé. Oh le ndo. Oh ceci. Oh cela. Mais, si tu lui demandes comment est-ce que tu pratiques ta culture, il peut pas te dire. Donc, il faut se reconnecter. Toi-même, tu dois être capable déjà d'apprendre de tes générations. Moi, depuis un certain temps, depuis que j'ai mon neveu, je pose des questions à ce que je peux, au point où je me suis battu. J'ai déjà réussi à remonter mes générations jusqu'à la quatrième génération. Oh. Et j'ai Mhm. envie de d'aller plus que ça. Par exemple, dans mes commentaires, j'ai vu une autre personne qui m'a dit qu'elle a réussi à monter jusqu'à la cinquième, sixième, septième génération. C'est une grosse richesse de pouvoir réussir à faire ça. Pourquoi? Parce que tu vas aussi pouvoir le transmettre à tes enfants. Tu vas pouvoir dire, puisque toi, tu es la sixième génération de telle famille. Telle personne s'est mariée avec telle. Il a donné tel qui s'est marié avec tel pour finir, est arrivé, on est arrivé à toi. Donc, remonter quand tu le peux, surtout profiter encore même de tes parents qui sont en vie. Et si tu as tes grands-parents qui sont en vie, remonter l'histoire le plus loin possible. Et de ton côté maintenant, documenter ça. Ça peut être un document que peut-être une fois que ton fils aura l'âge de lire, que tu vas lui donner, voilà la généalogie. C'est quelque chose d'important. Et comme je le disais, vivre sa culture, ça veut dire quoi? À Futuni, je suis sûr, il y a des festivals, je sais pas, Il y en annuels. a, Il y a des festivals annuels. Il y a il y en a le des, Codefo. il y a des cérémonies, je sais pas comment vous l'appelez. Chez nous, on a des cérémonies il y a une cérémonie que depuis longtemps je souhaite faire, mais depuis j'ai pas encore eu la chance. Mais dès que je pourrai, j'arriverai à le faire. Ça se passe les années impaires. Chez nous, c'est le CAC. C'est une initiation de la vie. Bon, normalement, c'est de la vie adolescente à la vie adulte, mais Mhm. mais ce qui reste toujours une cérémonie très importante parce que c'est le passage à l'adulte, à la vie adulte. Mhm. Mhm. Donc, en général, tant que tu ne le fais pas, tu n'es pas considéré comme un homme. Un homme. OK. Il faut le vivre, il faut le pratiquer. C'est pas juste lui dire que, ah, chez nous, on prie nos ancêtres. Non, mais quand tu l'amènes au pays, tu l'amènes à la case des ancêtres, tu le présentes déjà même à tes ancêtres, tu lui parles. Moi, chaque fois que je rentre au Cameroun, je ne mets pas long avant de mettre mes pieds à Batoufam, hein. Mhm. Directement, je suis à Batoufam, je suis dans ma concession, je m'en vais, je parle à mes ancêtres, je récupère un peu de la terre de mes ancêtres que je ramène. J'ai chez moi la terre
qui est dans la case de nos ancêtres. J'ai la terre de chez moi, de ma famille maternelle, de ma famille paternelle que j'ai mélangée et que de temps en temps je lèche pour OK. reconnecter avec mes racines. Donc, Mais tu c'est juste vois, pour dire que c'est un truc que tu dois vivre. Ce n'est pas juste un truc que tu dois juste te dire non, c'est beau, machin. Non. En 2023, quand je suis rentré, je suis allé faire, je pense que chez vous aussi vous avez ça, je suis allé faire ce qu'on appelle chez nous le choko, qui est la cérémonie de la chaise, que je suis allé faire dans ma famille maternelle, parce que c'est une cérémonie que tu commences à ta famille maternelle avant d'aller dans ta mhm. famille paternelle. Je suis allé le faire dans ma famille maternelle et c'est un vieux du village, il était même surpris que c'est quel jeune qui vient Tu as dit qu'on faire ça. appelait ça comment? Le ntché, quoi. Bon, ntché, c'est la chaise. Non, quoi, c'est la chaise. Que Quoi, c'est c'est la ça, chaise plutôt, oui. Ntché, oui, ntché, c'est à s'asseoir. s'asseoir. Oui, c'est vrai, c'est ça, oui. Voilà. Donc, je suis allé faire ça et les anciens étaient surpris. C'est quel jeune qui, parce que c'est justement mon nom que je te disais, mon grand-père, il m'avait donné un nom. Et puis il m'a dit que pour confirmer le nom, là, tu dois venir faire ta cérémonie de la chaise pour qu'on te mette sur ta chaise et puis on Hmm, te donne le nom. Donc, bon, il y avait un nom qu'il m'a donné, c'était un peu un gantz. Mais le nom qu'il m'a donné maintenant ce jour-là, c'est moins bon. Bon, là, bon, en dada, Batufam, c'est moins bon. Bon, là, en dada, Bashingu, c'est moins bambeux, là. C'est toujours comme un peu comme celui qui porte la concession. Donc, ça hmm, veut dire que ça te donne une responsabilité d'être une des personnes qui se bat pour que la concession soit toujours stable. Donc, mhm. ce sont des choses qu'on doit vivre pour pouvoir mieux transmettre. Parce que quand tu les vis à distance, tu n'as pas vraiment le moyen de transmission parce que tu peux pas transmettre quelque chose que tu ne Bien connais sûr. pas. Mhm, Tu ne peux pas transmettre quelque chose que tu ne connais pas. Donc, dès que tu peux, tu rentres. S'il y a des trucs à faire, tu fais. Et puis, oui, tu parles, c'est parler juste à ses ancêtres. Je te demande pas d'aller voir, je sais pas trop qui, quel charlatan, machin, non. Tu parles à tes ancêtres, tu leur dis ce que tu as leur dit. Et puis, tu prends ton jus que tu vas jeter, tu vas, et puis tu rentres. mhm, mhm. Non, mais c'est ça, parce que tu as une fois tué la question, parce que la question que je voulais poser après, parce que c'est, si tu fais comme ça, si tu le vis comme ça, c'est, il est très peu probable que ton enfant ne soit pas aussi, on va dire ça, comme ça, ne soit pas aussi impliqué, parce que je voulais demander ce que tu penses, parce que c'est aussi assez récurrent des enfants qui sont nés ici qui rejettent totalement l'Afrique. C'est-à-dire, ils rejettent ça de leur Afrique, c'est les Black Americans. Donc, pour eux, oui, bon, voilà, ils sont, oui, mais quand il s'agit là de l'Afrique là, qu'on connaît là, l'arbre qu'on voit là, les arbres un peu là, non, non, pour eux, ils rejettent totalement ça. Ils Mhm. rejettent même ceux qui sont nés en Afrique, pourtant même certains leurs parents le sont, hein, qui sont nés en Afrique et qui sont venus ici. Non, ils ne Oui. s'identifient pas à C'est cela. ça que je te dis que beaucoup ne sont africains que sur le papier et aussi à distance, comme on disait là. En fait, parce qu'à un moment donné, c'était devenu la mode. Donc, genre, oh, je suis africain, j'accepte mes origines. Bien sûr. Je suis quoi, franco-malien, je suis franco-camerounais, je suis ceci. Mais comment est-ce que tu vis ton côté camerounais? Même si tu ne parles pas la langue, quand tu vas arriver au village, il y a toujours des personnes qui sont disposées à t'aider. Ils vont te dire, il faut qu'on fasse ça. Ils vont t'expliquer. C'est vrai, tu dois leur donner leur vin. Ils vont pas le faire aussi pour rien, mais c'est rien du tout par rapport à ce que tu gagnes. Tu vas venir, tu vas leur donner à manger, leur donner une petite enveloppe et ils vont faire les trucs, ils vont t'expliquer. Parfois, oui, mais c'est souvent bien d'aller avec quelqu'un de confiance parce que quand tu vas avec des gens qui sont pas trop de confiance, on peut t'arnaquer un peu, mais toujours est-il que tu vas arriver, tu vas faire ce qu'on te demande et puis tu vas essayer de comprendre. Donc, même ceux qui vont dire qu'ils parlent pas la langue, ce n'est pas un vrai frein à tout ça. C'est que si tu as la volonté, tu vas aller, tu vas apprendre comment ça se Mmh, passe. mmh, mmh. Superbe, superbe. Je vais essayer de wrap up un peu, hein. Tu vois, le Mhm. podcast, nous sommes déjà à 1h30, sans oublier qu'on a parlé en off aussi. Pour éviter, parce que les épisodes que j'ai eu à faire, les gens me disaient de temps en temps, les Camerounais n'ont pas cette capacité d'écouter 1h30, il ne faut pas me faire les épisodes longs. Des fois, j'étais obligé de couper et poster en 2 épisodes. Donc, je vais essayer de bloquer cet épisode. Cet épisode, c'est déjà à 1h30, en espérant que
on pourra peut-être, si on arrive encore à converger nos temps, s'asseoir pour récupérer une thématique encore différente et parler là-dessus. Heu, Déjà d'abord, je vais te demander si moi, avant pour conclure, hem, moi je pense, j'espère vraiment et tu as dit ça que toi tu as l'espoir, tu as encore espoir. Moi bon, malheureusement c'est une application que je n'aime plus beaucoup, mais moi en circulant sur TikTok vraiment je perds aussi beaucoup espoir sur le fait de pouvoir vouloir espérer de mon vivant au moins voir un continent qui s'accepte et qui s'assume et qui est très fort, honnêtement, parce que je vois des trucs qui me dépassent des fois et je vois qu'on se perd surtout à cause de la technologie, de la modernisation, parce qu'on a plus accès à la culture de l'autre qu'à la nôtre et ce n'est pas seulement nous que ça touche, et comme j'ai dit, beaucoup d'occidentaux, beaucoup de blancs aussi voient que ça les arrive, ils essayent de rentrer vers ce qu'ils faisaient avant. Heu, pour ne pas trop parler, comme j'ai dit, je vais d'abord te remercier devant tout le monde d'avoir pris ton temps, vraiment 1h30, disons encore 10 minutes de conversation, disons 1h40, 1h45 qu'on a fait là, en plein midi chez toi, je crois, midi 14h environ et ton jour libre, c'est pas facile, donc merci vraiment d'avoir pris le temps et je vais sur la page là mettre le lien de ton TikTok pour ceux qui veulent aller te suivre et puis je vais encore mettre dans la description, je vais sur YouTube, le lien de ton TikTok pour que les gens puissent, aller voir ce que tu fais et j'encourage vraiment. J'ai dit ça au début, j'ai passé presque 1h30. Quand je passe sur TikTok, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai vu ton compte, je passe sur le bouton, je commence par la vidéo la plus vue. On a commencé, j'étais avec ma mère et mon père, on a regardé la vidéo la plus vue et on nous sommes descendus en discutant et je conseille vraiment, c'est assez enrichissant. Surtout que ça concerne aussi beaucoup les Camerounais. Tu as commencé aussi une rubrique où tu parlais de la CAN, tu essayais un peu de parler d'autres pays et d'autres trucs en fait et je sais aussi que tu es beaucoup attaqué. Hier, je me ça me vient à la tête là, quelqu'un qui t'a dit que tu avais parlé, oh, je sais plus ce que tu avais dit sur Miss Côte d'Ivoire. Quelqu'un t'avait dit que c'est parce que tu n'es pas ivoirien. Oh, désolé, hein, j'ai un peu oublié ce que tu avais dit, mais c'est vrai que tu es aussi beaucoup attaqué, même dans les commentaires, tu dis souvent que: «Oh, tu gères même ça comment?» Et même je veux même aussi savoir comment tu gères ça. Il y a des disent souvent que: «Oh, tu manques» ou bien tu sais même qui encore. J'ai vu quelqu'un qui demandait que: «Mais ça Honnêtement, compte?» je te dis la vérité. Ce qui est bien avec moi, c'est que quand je m'engage dans quelque chose, je suis psychologiquement préparé. Je suis je ne nie pas que il pourra peut-être arriver un jour où le mental peut être atteint. Je suis humain. Je peux craquer à un moment donné, mais je suis psychologiquement préparé parce que déjà le concept de ma page, c'est, je voulais arriver sur les réseaux depuis très longtemps. Mais s'il y a une chose que je me suis refusé, c'est d'arriver sur les réseaux pour ne rien dire. Mmh, Je me mmh. suis dit que si je dois aller sur les réseaux pour venir dire des choses desquelles les gens ne vont rien apprendre, ce n'est pas la peine. Et je me suis refusé. Sinon, je pouvais venir sur les réseaux danser. Je sais quand même assez bien danser. Je pouvais venir danser comme les autres. Danser n'est pas une mauvaise chose, hein. C'est pas Bien une sûr, mauvaise on chose. l'a pas dit. Mais moi, ça, j'ai dit que si j'arrive sur les réseaux, c'est pour donner quelque chose d'éducatif aux gens. Donc, j'ai pris 1 an avant de me décider. Je ne connaissais pas quel concept je vais faire, qui va être. Donc, un jour, ce que les chrétiens vont appeler révélation, moi, je pense que mes ancêtres m'ont révélé que je dois parler de la culture Mmh. camerounaise. Et le même jour-là, je me suis réveillé, j'ai fait ma première vidéo. Ah, Oui, OK. je me suis réveillé le jour-là, j'ai fait ma première vidéo. Donc, je savais déjà un peu ce que Internet apporte comme mésaventures. Je voyais un peu les mésaventures des autres. Donc, ça me touche pas plus que ça. J'ai pour habitude de dire que pour moi, tant que tu n'es pas tribaliste et que tu n'insultes pas mon intelligence, on ne peut avoir aucun problème. Donc, tout ce que tu vas Mmh, dire là, ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint vraiment pas. Donc, moi, mmh. je prends ça sportivement comme ça. Si je sens que, en te répondant, je peux dire quelque chose de travers, je laisse, je ne réponds pas. Si je sens que je peux t'apporter quelque, mais en général, je réponds un peu plus à ceux qui ont été un peu plus courtois.
Le reste, Mhm, là, mhm, moi, je vois. il y a quelqu'un un jour qui est même venu, il y avait mes lunettes de mort. J'ai pas, j'ai pas compris, j'ai pas compris ce que mes lunettes venaient chercher dans ce que je disais. Donc, oui, je prends ça comme ça, comme on dit souvent sportivement. Et puis, je sais que je perds, c'est pas tout le monde qui va m'aimer. Donc, je me dis que Mais bon, j'en profite quand même pour te dire, moi, tous mes encouragements, vraiment. Je sais que tu n'as pas attendu comment je te le dise pour faire ton truc, mais je te donne quand même un peu d'énergie, vraiment. merci beaucoup, frère. C'est extraordinaire. Moi, j'adore ton concept, la façon dont tu commences une vidéo. Tu dis, on dit que, hein, ta façon de faire là, je vois. Pardon? Je t'ai pas suivi. Oui, 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 oui. C'est ça, en fait, j'adore. Comme je dis, c'est Oui, tout un en fait, encouragement j'ai voulu et c'était un simplifier. plaisir, vraiment. J'ai voulu simplifier. Pourquoi? Et je vais faire un petit retour dans un truc que tu as mentionné par rapport à bon, ton pessimisme à maintenant avec ce que tu vois sur les réseaux et tout. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est la raison pour laquelle nous devons, les gens comme moi, je souhaiterais qu'il y en ait plus pour qu'on envahisse aussi les réseaux Mhm, pour faire le mhm, contrepoids, mhm, mhm, pour mhm, qu'on fasse le mhm, contrepoids, pour qu'il y ait autant de personnes qui font des bêtises que des personnes qui viennent aussi dire des choses et qui peuvent mhm, instruire. mhm. Ça Ouais, c'est pourra vrai, un peu renverser la vapeur. la balance. Donc, je crois que c'est quelque chose d'assez important. Il faut vraiment qu'il y ait ce contrepoids-là et ça permettra que les gens voient que oui, effectivement, c'est pas que c'est pas que les amuseurs publics qu'on a sur Internet. Mhm, On a mhm. aussi des gens qui peuvent apprendre quelque chose. OK, super. En tout cas, comme j'ai dit, merci beaucoup, et merci à ceux qui ont écouté l'épisode. Je vous invite aussi comme j'ai dit, laisser vos avis en commentaire. J'espère que l'épisode va vous plaire. On a essayé de parler comme on pouvait naturellement et j'espère que vous avez aussi beaucoup appris. Du moins, moi, j'ai beaucoup appris comme d'habitude, j'apprends à chaque épisode et voilà, laissez-nous un pouce, des commentaires et abonnez-vous aussi.